Salut à tous, c'est Proust pour la Marvel JCE TV. Comme convenu, on se retrouve pour la présentation du premier archétype. Alors je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, le premier archétype étudié aujourd'hui sera l'archétype super allié. Alors, j'avais expliqué que nous ferions en fait une vidéo en deux parties. Une première partie où je vais expliquer ce qu'est l'archétype, comment il fonctionne, quelles sont les cartes essentielles à son bon fonctionnement, quels sont les héros, les alliés qu'il faut sélectionner. Et une seconde partie où je serai rejoint par les acolytes de la chaîne pour vous faire une démonstration, le mot est un peu fort, une mise en pratique plutôt de l'archétype avec des exemples de decks que j'espère assez variés pour vous montrer comment est-ce que l'archétype peut fonctionner et comment surtout il peut varier. Voilà. Alors, pour commencer, l'archétype super allié, c'est quoi? Alors, c'est faire en sorte qu'un allié vous remplace en termes de dégâts ou en termes de contre. En gros, l'allié que vous allez poser sur votre table n'a plus vocation à rester un temps déterminé, mais a plutôt vocation à rester toute la partie, et il a pour objectif de faire un maximum de dégâts ou de faire un maximum de contre. On note de cet allié un de ses éléments constitutifs essentiels, à savoir la défense. Cet allié ne servira pas à vous protéger d'une attaque. Vous pouvez toujours vous en servir pour ça, mais c'est quand même, vous reconnaîtrez que c'est quand même assez dommage de sacrifier un allié que vous avez mis 6 ou 7 tours à monter juste pour pallier les dégâts d'une attaque. Voilà. Alors, cet archétype vient généralement avec la couleur bleue, la couleur du commandement. Mais aujourd'hui, on peut quand même considérer et on peut construire aisément un archétype super allié en rouge. Il existe également en vert et en jaune certaines cartes, notamment certaines améliorations d'alliés, qui peuvent laisser penser qu'un archétype jaune super allié et un archétype vert super allié sont possibles. Je pense qu'aujourd'hui ça n'est pas tout à fait viable, mais avec les différentes cartes basiques qui existent déjà et les prochaines cartes qui sortiront produites par FFG, peut-être que cet archétype pourra connaître toutes les couleurs du jeu, et c'est ce qui rend cet archétype particulièrement intéressant, c'est sa variation et la variété des cartes qui peuvent le constituer. Ensuite, c'est un autre élément qui le rend particulièrement intéressant, c'est probablement le plus vieil archétype du jeu, puisqu'il était contenu dans la boîte de base, et c'est à mon sens le seul archétype viable qui subsiste depuis la boîte de base. En effet, dans la boîte de base, vous aviez des cartes comme Motivé, vous aviez des cartes comme l'allié Vision, par exemple, ou l'allié Black Cat, l'allié signature de Spider-Man, qui sont des cartes assez importantes dans l'archétype super allié, et qui existaient donc dès la boîte de base, et qui montraient finalement poindre cet archétype dès le début. Voilà, l'archétype super allié, on a vu ce que c'était, donc c'est renforcer un allié au maximum, lui donner un maximum de points de vie, lui donner un maximum d'attaque, un maximum de défense, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, on peut se poser la question, puisqu'au final, votre allié, bien boosté, il finira par faire 6, 7, 8 dégâts, et il pourra contrer à hauteur de 4, 5, voire 6 sur la manigance, ce qui est considérable. Mais ce n'est pas très différent de ce que peut faire votre héros. En effet, n'importe quel héros a une grosse carte qui fait 6, 7 ou 8 dégâts, et a une carte de contre qui fait 4 ou 5 de contre. Donc quel est l'intérêt finalement de constituer un allié qui va faire plus ou moins la même chose? Le premier intérêt, il est évident, c'est que vous pourrez actionner cet allié à chaque tour. Donc vous pourrez faire comme si votre grosse carte d'attaque ou votre grosse carte de contre était toujours dans votre main. Ça, c'est le premier élément relativement important. Mais la deuxième chose qui me semble essentielle, c'est qu'un allié est particulièrement protégé par le jeu. En effet, hormis le seul scénario que je connaisse, qui est le scénario du fléau, il me semble, c'est ça, oui, avec notamment l'allié Obsumers, aucune carte ne vise spécifiquement les alliés. Alors je ne dis pas, il y a des cartes qui ont des effets sur les alliés, ça c'est indéniable, mais globalement, il y a très peu de cartes qui, en jeu, vont directement attaquer un allié. Non, vous êtes toujours la cible de l'attaque, c'est normal, c'est vous le héros, et donc vous choisissez de temps en temps de vous protéger avec des alliés. Mais globalement, un allié, si vous décidez de ne pas l'utiliser pour défendre, il vit sa vie, et il peut rester très longtemps sur la table, il peut même rester tout le temps sur la table si vous trouvez un moyen de soin. Donc c'est assez intéressant d'avoir un super allié sur la table, parce que d'une part, ça vous permet de faire beaucoup de dégâts ou beaucoup de contres à chaque tour, et d'avoir la certitude que cet enchaînement d'événements pourra avoir lieu tour après tour, puisque votre allié sera toujours protégé. Donc voilà à quoi sert l'archétype super allié.
Ensuite, c'est pour qui cet archétype? Parce que on l'a expliqué, les archétypes sont censés être transposables à tous les héros, c'est vrai. Mais il y a quand même des héros avec qui c'est plus fort et des héros avec qui c'est plus compliqué de le mettre en place. Et bien pour l'archétype super allié, c'est particulier puisque je pense qu'il n'y a pas un seul héros du jeu qui ne peut pas monter un deck viable avec cet archétype. Tous les héros peuvent en effet s'adjoindre les services d'un super allié. C'est d'ailleurs ce qui en fait, à mon sens, l'archétype le plus universel du jeu. Néanmoins, il y a quand même des éléments constitutifs de cet archétype qu'il faut prendre en considération. Je pense qu'un bon archétype super allié repose d'abord sur une très bonne défense. Et oui, on l'a expliqué, votre super allié ne pourra plus vous aider à défendre. Donc il faut impérativement avoir une solution de défense. Alors la solution, ça peut être plein d'alliés. Vous pouvez avoir un super allié et plein de petits alliés poubelles qui vont vous servir à défendre. Mais le plus facile, c'est quand même d'avoir un allié qui a une très bonne défense de base, avec des bonnes cartes de défense. Ce qui va lui permettre, lui, son rôle, ça va être finalement d'encaisser les dégâts de l'attaque du boss, pendant que votre allié fera le nécessaire sur la manigance ou sur la vie du boss. Ensuite, ça me semble aussi nécessaire, c'est important que votre héros ait une bonne économie. Alors l'avantage de la bonne économie, c'est que ça peut s'ajouter en jeu. C'est-à-dire qu'un héros qui a de base une mauvaise économie peut, par le truchement de certaines cartes basiques, des générateurs de ressources par exemple, peut obtenir une bonne économie. Mais c'est vrai que si votre héros a de base une très bonne économie ou une économie particulièrement forte sur les alliés, ça peut aider. Je pense notamment au Captain America qui vient réduire le coût du prochain allié que vous jouez quand vous êtes en forme alter ego. Donc c'est quand même un élément qu'il faut prendre en considération. Il faut savoir que une amélioration d'allié en moyenne, ça coûte 1. Enfin, ça coûte 2 ER, donc le coût imprimé est de 1. C'est pas les améliorations les plus chères, on est d'accord, mais quand vous commencez à en mettre à chaque tour, et qu'en plus il faut payer un allié qui vaut parfois jusqu'à 5 ER, ça peut être particulièrement cher, et donc il faut que votre héros ait les capacités de payer. Enfin, un dernier élément important qu'il faut prendre en considération quand vous choisissez de partir sur un deck super allié, c'est important d'avoir une bonne solution de contre différente du super allié. Car oui, aujourd'hui, si le super allié peut être à la fois un bon attaquant et un bon contreur, il est quand même plus difficile de monter un super allié pour contrer que de monter un super allié pour attaquer. Donc je pense que il est important quand même d'avoir un plan de contre qui ne s'attache pas exclusivement à votre allié, sinon vous risquez d'être en difficulté, notamment sur vos passages en alter ego, et prendre un retard sur la manigance que vous ne pourrez pas rattraper. Donc voilà, ça c'était une présentation assez succincte de ce que c'était que l'archétype super allié, pardon. Et maintenant on va passer aux cartes, parce que je vous ai fait une petite sélection de cartes qui me semblent importantes. Pas indispensable, attention, et c'est pas non plus exhaustif. J'essaie vraiment de vous montrer des exemples de cartes. Il y a des cartes qui sont similaires qu'il faudra aller chercher par vous-même. J'essaye de vous faire un panel le plus général des cartes qui me semblent importantes, voire parfois même indispensables à la construction du deck super allié. Donc, qui dit deck super allié, évidemment, on commence par l'allié. Et oui, c'est la première base, c'est la première chose à choisir. Quel est l'allié que vous allez mettre dans votre deck qui va être en capacité de prendre à votre place les dégâts ou le contre du jeu. Alors, je commence par les alliés basiques, parce que l'avantage, comme je vous ai dit, l'archétype n'est pas défini dans sa couleur. L'avantage des alliés basiques, c'est qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle couleur, donc ils sont assez intéressants. Vous verrez que je n'ai pas choisi forcément les alliés les plus intuitifs, mais j'ai surtout choisi les alliés les plus invincibles. En fait, ce qui est important dans l'archétype super allié, c'est d'avoir un allié, certes très fort, mais surtout un allié qui ne meurt pas. Et malheureusement, à chaque tour, généralement, il y a des exceptions, on le verra, un allié à chaque tour, quand il utilise sa capacité, il prend au moins un dégât consécutif, ce qui diminue sa quantité de vie, ce qui diminue le nombre de ses activations, et qui de fait diminue l'impact de cet archétype sur le jeu, parce que si vous perdez votre super allié, il faut tout recommencer à zéro, et c'est assez compliqué. Donc je vous ai sélectionné, à mon sens, les meilleurs alliés pour faire cet archétype. Il y en a d'autres aussi, mais je vous explique pourquoi ils sont dans cette sélection. On commence tout de suite par Deadpool. Alors Deadpool, c'est relativement évident, il a des stats de base corrects, il vaut pas très cher, 2 et 2 pour 3 de vie, c'est même quasiment des stats d'un allié qui vaut 5 ER, donc on est quand même assez intéressant. Mais en plus, Deadpool a la capacité de ne jamais mourir, à condition de mourir, enfin de ne subir que des dégâts consécutifs.
En l'occurrence, tout à fait ce qu'on veut faire avec un super allié. C'est parfait. Donc Deadpool a la possibilité de se consommer, de s'activer à chaque fois. Si jamais il n'a plus de points de vie, la seule chose qui va se passer, il va se soigner de 3 et on va rajouter un token sur la manigance principale. Alors, attention, un token ça va, quand il y en a 3 ou 4, ça commence à être injouable. Donc il faut évidemment le traiter avec parcimonie. Il ne faut pas non plus essayer d'activer Deadpool le plus souvent possible. Il faut essayer d'avoir en connaissance le malus que va porter Deadpool sur cette invincibilité. Mais néanmoins, si vous arrivez à mettre plus de PV à Deadpool, à lui mettre de bonnes améliorations, Deadpool est un excellent allié, parce que vous n'aurez jamais à aucun moment le scrupule de vous dire « Ah, il lui reste 1 PV, il lui reste 2 PV, est-ce que je l'active à ce tour-là? Est-ce que j'attends le tour d'après ?» Non, vous pouvez l'activer. Tant que la manigance est gérée et que les tokens ne sont pas encore trop nombreux, Deadpool est un très bon allié. Ensuite vient un autre allié, évidemment, Blade. Alors Blade, c'est relativement simple, c'est un excellent allié de super allié parce qu'il n'a pas de dégâts consécutifs. Donc il peut contrer et il peut attaquer sans dégâts consécutifs. La contrepartie par contre, c'est qu'il faut impérativement défausser à chaque fois une énergie coup de poing. Alors, il faut faire attention parce que déjà ça coûte cher, mine de rien, c'est bien beau de ne pas prendre de dégâts consécutifs, mais si vous n'avez pas d'énergie coup de poing, vous ne pouvez pas activer Blade, parce que si vous activez Blade et que vous n'avez pas l'énergie coup de poing à dépenser par la suite, vous devez le défausser. Et alors là, on est complètement en opposition totale avec l'archétype. Défausser le super héros, le super allié, pardon, c'est vraiment contre-productif parce que ça veut dire qu'il faut le recommencer par la suite. Alors Blade, vous l'avez vu, coûte vraiment pas cher, il est facile à poser sur la table. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà, il finit par coûter très cher avec les énergies qu'il faut dépenser. Et au final, c'est pas forcément l'économie la plus intéressante du jeu. On a un nouvel allié qui est arrivé, on a Légion. Alors Légion, il est intéressant parce que il est, comme les précédents, potentiellement immortel. En effet, si vous tirez une énergie rouge après avoir activé Légion, vous le soignez de 2 dégâts. Alors attention, dans le timing, c'est bien marqué, c'est une réponse. Or, il faut savoir que la réponse est quasiment un des événements qui vient en dernier, oui, mais ça vient quand même avant les dégâts consécutifs. Donc si Légion a 3 points de vie et que il s'active et qu'il tire un coup de poing, il ne se soigne pas. Il se soigne de 2, mais il est déjà full vie, donc ça ne changera rien. Et après, il prend le dégât consécutif. Par contre, par la suite, quand il sera un petit peu abîmé, il pourra se soigner de 2 dégâts. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que soigner de 2 dégâts, c'est pas une activation, c'est 2 activations. Donc, vous n'êtes même pas obligé de tirer un coup de poing à chaque fois. Il suffit d'en tirer un tous les 3 activations, ce qui est relativement envisageable quand même, faut pas se mentir, surtout si votre deck est équilibré, pour que Légion soit immortel. Mais, et c'est là que c'est intéressant, si Légion tire une autre couleur, là vous avez des effets supplémentaires. Alors les 2 dégâts sur l'ennemi, on va dire, c'est un peu anecdotique par la suite, parce que Légion va finir par faire beaucoup plus mal que ça. Mais les 2 menaces sur la manigance, je vous l'ai dit, c'est compliqué de constituer un super allié qui sait contrer. Ça, c'est très précieux, surtout en solo, d'avoir ce 2 de contre presque un tour sur 3, on va dire, c'est la moyenne. C'est quand même très sérieux. Ensuite, et j'en terminerai avec celui-là pour les alliés basiques, à mon sens le meilleur allié basique pour les super alliés, peut-être même l'un des meilleurs alliés pour le super allié, c'est Cosmo. Cosmo, il vaut pas très cher, il a que 2 points de vie, il contre 1, il attaque 1. Ça, bon, on est sur des stats particulièrement faibles. Mais son interruption est très importante. Quand Cosmo attaque, si vous arrivez à deviner la carte du dessus d'un des decks, donc il s'agit de votre deck héros ou du deck rencontre, ça a été wordé, attention, il y a certains decks spécifiques qui ne peuvent plus être utilisés. Vous ne pouvez plus utiliser le deck de manigance de Crâne Rouge, vous ne pouvez plus utiliser le deck d'invocation du Doctor Strange, on est d'accord, mais certains héros ont un accès presque constant à la carte du dessus d'un des decks. Je pense à Gambit qui va avoir accès tout le temps à la carte du dessus du deck rencontre, et je pense à Magic par exemple qui vient de sortir, qui a tout le temps accès à la carte du dessus de son deck. Donc vous pouvez, avec certains héros, toujours savoir quelle est la carte que va défausser Cosmo. Mais là où c'est intéressant, c'est que si la carte est correctement trouvée, c'est bien ce qui est marqué sur la carte, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs. Il n'est pas précisé qu'il subit -1 de dégâts consécutifs, comme ça peut être wordé sur d'autres cartes. Non, non, là il y a bien précisé qu'il n'a
pas de dégâts consécutifs. Et là, c'est important parce qu'il y a certaines cartes qui vont renforcer l'attaque en augmentant notamment les dégâts consécutifs. Cosmo, il s'en fiche. Il s'en fiche. Ou vous prenez tous les dégâts consécutifs parce que vous n'avez pas réussi à deviner la carte, ou vous l'avez deviné correctement et vous ne prenez aucun dégât consécutif. Alors évidemment, Cosmo est l'un des meilleurs alliés de super alliés à condition d'avoir un plan de visibilité sur les cartes que vous allez défausser. C'est compliqué, voire pas viable, de ne pas savoir quelles sont les cartes à défausser, même si vous augmentez les points de vie Cosmo, ça reste quand même une loterie qui, à mon sens, est un peu compliquée. Néanmoins, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, je pense que la chose la plus évidente à faire, c'est d'appeler une traîtrise sur le deck rencontre. Ce qui, c'est pas toujours vrai en fonction des scénarios, mais en moyenne, c'est quand même la plus forte probabilité que vous avez de tomber juste quand vous choisissez de faire défausser une carte. C'est bon à savoir, car même avec Gambit ou avec Magic, de temps en temps, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous n'avez plus la visibilité de la carte, et vous voulez quand même activer votre Cosmo qui est devenu super allié, donc vous pouvez quand même tenter le coup. Si c'est une fois de temps en temps, ça passe, mais globalement, il faut quand même toujours savoir la carte que vous allez défausser. Voilà. On passe maintenant au rouge. Alors, les alliés rouges, il y en a quelques-uns. Alors évidemment, les alliés rouges, on s'en doute, ils vont surtout faire des dégâts. Hulk. Alors, Hulk, il vient du corset, hein, il me semble, oui, c'est ça, c'est la boîte de base. Alors, Hulk, c'est simple, c'est un allié tellement fort qu'il n'a même pas besoin de devenir un super allié. Il n'a même pas besoin d'être amélioré par des améliorations ou par des cartes de setup posées sur la table. Car en effet, si Hulk défausse une carte énergie rouge, vous infligez non pas 3 dégâts, mais vous infligez 3 plus de dégâts. Ça fait 5 sur une seule cible, mais vous pouvez même répartir ces dégâts, 3 et 2 d'un côté. Il a 5 de vie, il ne coûte que 2, il est extrêmement fort. Évidemment, la contrepartie énorme de Hulk, ce sont les autres effets qui sont provoqués si vous ne trouvez pas la bonne couleur de carte. Alors, Hulk est intéressant, encore une fois, à condition d'avoir un plan. Si vous avez un deck constitué uniquement d'énergie rouge, Hulk est intéressant et vous pouvez le monter en deck super allié, sauf que malheureusement, vous n'arriverez pas à monter un deck super allié qu'avec des énergies rouges. Ça n'existe pas. Il existe des decks qui reposent uniquement sur l'énergie rouge, notamment des decks agressivité. C'est les decks que j'appelle Red Wedding, ce sera un archétype qu'on présentera, et Hulk a évidemment sa place dans ce genre de deck, mais du coup vous ne pouvez pas mettre certaines améliorations d'alliés dedans, parce que ces améliorations ont notamment des énergies éclairs ou des énergies bleues. Donc, encore une fois, Hulk, il faut avoir un plan. Il faut donc savoir quelle est la carte que vous allez défausser. Encore une fois, j'en appelle la Magic, mais il y en a d'autres. Magic, elle, c'est la carte qui va être défaussée quand vous êtes en héros. Donc, vous pouvez jouer Hulk avec Magic en super allié. Mais attention, ça veut aussi dire que si vous êtes avec Magic, que c'est pas une énergie rouge qui est sur le dessus du deck et que vous n'avez pas de solution pour changer cette carte, il ne faut pas activer Hulk. C'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'on a un super allié qui tape très fort, mais qui va peut-être pas pouvoir s'activer à chaque tour. En tout cas, comme pour Cosmo, il est hors de question d'utiliser Hulk sans savoir ce que vous faites. Sinon, vous perdez votre économie et vous perdez votre setup. Il ne faut absolument pas le faire. Ensuite, un nouvel allié qui vient de sortir. Alors là, on est sur du dégât pur. Pourquoi est-ce que Boule d'Or est intéressant ? Probablement parce que c'est, à mon sens aujourd'hui, l'allié qui fait le plus de dégâts en sortie pure. C'est-à-dire que Boule d'Or, sans aucun malus, à part de défausser 3 cartes, il a une attaque native à 4. Voilà. Sans aucune amélioration, sans les dés, il est déjà à 4 d'attaque. C'est énorme. Si vous rajoutez ne serait-ce qu'une ou 2 améliorations, on atteint déjà les 6 d'attaque, ce qui en fait un allié très très facile à monter, très facile à rendre fort. Évidemment, il a pas de mécanisme propre aux super alliés qui lui sont attachés. Si je l'ai mis, c'est uniquement parce qu'il est déjà de base extrêmement fort. Un peu comme Hulk finalement, ce sont des alliés qui ne nécessitent pas forcément un bon setup, mais qui avec un tout petit setup vont déjà devenir très très forts. Évidemment, ils ne sont pas des solutions de contre. Donc là, on était sur des alliés rouges, on va dire, bonnes idées d'alliés rouges. Là, on va tomber sur les alliés rouges qui commencent à être très solides. Ceux qu'il faut impérativement prendre en considération quand vous voulez construire un super allié de cette couleur. Brown. Brown, il a 2 choses très intéressantes. Il a 5 points de vie. 5 points de vie, il faut bien comprendre que dans un deck super allié, 5 points de vie, ça veut dire 5 activations, ce qui est beaucoup. Quand votre allié tape à 6, 5 activations, c'est phase 1, phase 2 du boss et c'est terminé. Donc c'est important de le concevoir. Mais en plus, Brown est une solution de contre.
et à lui tout seul, puisqu'à chaque fois qu'il va activer son pouvoir d'attaque, il va enlever une menace de manigance. Alors on n'est pas sur un contre de folie non plus, mais si votre héros a une petite capacité de contre, s'il fait un petit peu attention sur la manigance, ce petit 1 de moins sur la manigance est particulièrement précieux. Donc, ce qui fait de Braun un excellent allié de super allié, notamment en rouge, où on va avoir souvent des difficultés de contre en rouge, où ça va être, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration de super allié en rouge qui augmente le contre. Il y a des améliorations qui vont évidemment augmenter l'attaque, mais du coup Braun propose cette solution de contre directement sur sa carte. Et enfin, à mon sens, celui qui est le meilleur allié rouge pour constituer un deck super allié, non pas parce qu'il tape très fort, ça c'est ce que tout le monde identifie au premier abord, oui, Wolverine tape très fort, il a 3 d'attaque, mais pour 2 autres choses. Wolverine déjà se soigne de 1 dégât à chaque tour. Ce qui fait qu'au lieu de prendre 2 dégâts consécutifs quand il attaque, in fine, il n'en prend plus qu'un, puisqu'il va en soigner un des 2 qu'il va prendre. Mais ça, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que ce soin fait que son contre est gratuit. En fait, Wolverine est un contreur incroyable. Il a certes que 1 de contre, mais si vous avez des solutions, alors pas en rouge, on l'a vu, mais il y a des solutions, on verra notamment que les decks multicolores d'Adam Warlock, de Spider-Woman, si vous avez des solutions pour augmenter le contre de Wolverine, mais c'est une machine, parce qu'il a un contre chaque tour qui n'est pas du tout impacté par ses dégâts consécutifs, puisqu'il se soigne à chaque fois. Mais c'est pas tout. Wolverine a également la capacité perçant sur ses attaques. Alors oui, on a dit que Wolverine, quand on s'en sert comme un super allié, on se sert pas trop de son attaque, parce que son attaque fait beaucoup trop de dégâts consécutifs, et risque malheureusement de trop vite nous faire tomber à 0. Oui, mais le perçant, enfin le tenace plutôt, et la riposte sont les 2 principaux adversaires du super allié. En effet, le tenace va bloquer une activation complète de votre héros, donc ça veut dire que si vous attaquez sur un tenace, vous allez perdre un point de vie pour rien, juste pour enlever un tenace, qui est extrêmement cher à payer, ou s'il y a une riposte, votre héros, au lieu de prendre 1 dégât consécutif, va en prendre 2, voire plus, si la riposte est encore plus importante. Donc ça, ce sont les 2 ennemis jurés du super allié, et là, Wolverine en combat 1. Donc en gros, l'idée, c'est de poser Wolverine pour qu'il contre, et dès que vous avez un tenace qui apparaît, pouf, vous activez l'attaque de Wolverine pour vous débarrasser du tenace, et après, vous essayez de le soigner pour le remonter un petit peu, et vous recommencez votre contre jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'était pour les alliés rouges, évidemment, c'est pas forcément la couleur la plus évidente pour faire des super alliés, on va tomber sur la couleur la plus classique, la couleur bleue. Donc, je commence par X23, parce que c'est une mauvaise idée. X23 et Câble d'ailleurs, hein, ils sont là tous les deux. Ce sont les 2 alliés qui sont sortis, 2 alliés extrêmement forts, qu'on a tous eu envie de mettre dans nos decks, et à juste raison, hein, parce qu'ils sont très forts, mais ce ne sont pas, à proprement parler, de très bons alliés pour faire du super allié. X23, pour la simple et bonne raison qu'elle a un untap auto-include. Alors oui, vous posez X23, vous avez 3 sbires sur le terrain, elle clean tout, mais elle meurt à la fin. Le problème de l'untap, dans le mode super allié, c'est que si vous n'avez pas de solution de soin incluse dans l'allié que vous jouez, chaque activation va réduire l'utilisation de votre allié. Si X23, mettons, tue un sbire, puis en tue un autre, puis attaque le boss, finalement, c'est déjà fini. Et donc, si vous lui avez mis plein d'équipements, oui, elle a servi, ça on est d'accord, il n'y a pas de débat, mais est-ce qu'elle a bien servi? Mettons qu'elle ait 6 d'attaque parce que vous lui avez mis des améliorations, vous avez tué un sbire à 3, puis un sbire à 2, bah oui, mais là vous avez un petit peu surpayé votre attaque, puis finalement vous attaquez le boss à 6, ok, mais voilà, X23 est terminé, elle est partie. Donc X23 est un super allié, au sens propre, mais n'est pas un super allié au sens de l'archétype. Je pense qu'il est un petit peu dangereux de la monter dans cette optique, sauf un deck où on aurait des très très grosses sbires, très peu. Dans ces cas-là, oui, elle pourrait peut-être être intéressante. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir par la suite, vous verrez. L'untap, le fait de redresser un allié, n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Ça peut être inclus dans votre construction de deck, mais c'est pas la chose. C'est à mon avis un faux ami dans la construction de cet archétype, car il produit des choses qui sont un peu contre-productives. En effet, réactiver un allié sur le même tour, ça peut être très fort, on est d'accord, notamment si vous êtes au dernier tour du boss, ça peut être la différence entre une victoire et une défaite, on est d'accord, mais globalement, il faut comprendre que vous diminuez le temps d'utilisation de votre héros. Donc il faut vraiment s'en servir à bon escient.
escient. J'ai pas dit que l'untap était inutile, il est juste un peu difficile à utiliser. Câble c'est différent. Câble est un excellent allié de contre, et il y en a peu. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est un très très bon super allié pour contrer, mais il vient très bien surtout avec une carte qu'on verra tout à l'heure, la carte des honorables. Ah non, c'est pas honorable, c'est la carte soutien des X-Force, qui permet en fait de diminuer de 1 le contre les dégâts consécutifs pris par votre allié quand il contre une maniance annexe. Et il rajoute en plus +1 de contre, je crois. Donc ça veut dire que Câble, quand il y a cette carte qui est sur la table, il comptera 3, il prend pas de dégâts consécutifs quand il contre une maniance annexe, et en plus, s'il déjoue la maniance annexe, il pioche une carte. Alors, je vous parle pas aujourd'hui du chiffre 3, et ce sera l'objet d'un deck particulier et d'un archétype précis, et de l'importance que revêt le contre à 3 dans Marvel Champion. C'est, à mon sens, l'un des chiffres les plus importants du jeu. Mais voilà, c'est quand même très très spécifique. Ça vous oblige à jouer que des X-Force, ça vous oblige à jouer avec des manigances annexes. Néanmoins, si la situation se présente, si vous avez choisi de partir sur les X-Force par exemple, avec d'autres super alliés, on verra, il y en a des très forts chez les X-Force, Câble peut être une solution. Pas la solution principale, mais peut-être une bonne solution de contre notamment. Il a quand même un contre à 2 de base, qui est quand même aussi très fort. Voilà. On continue sur les fausses bonnes idées, qui sont quand même des bonnes idées, hein, mais qui sont... C'est-à-dire que quand je dis des fausses bonnes idées, ce sont des alliés qui sont au-dessus de la moyenne, ça on est d'accord, mais qui ne sont pas forcément des auto-includes comme leur texte pourrait le laisser penser. Ronin, par exemple, a la capacité de, dès que vous lui mettez un attachement, il augmente de 1 son contre et 1 de son attaque. Mais ça ne marche qu'une seule fois. C'est-à-dire que le texte précise bien, Ronin gagne plus 1 en contre, plus 1 en attaque, tant qu'il y a une amélioration attachée. C'est-à-dire qu'il y en ait une ou 10, quoi qu'il arrive, c'est +1, +1. Donc c'est très fort, mais vous vous rendez bien compte que quand votre super allié aura 5 ou 6 améliorations, ce +1 de contre, ce +1 d'attaque peut faire une différence, on est d'accord, mais c'est pas non plus énorme. Attention, Ronin reste au-dessus de la moyenne par rapport aux autres alliés que vous pouvez équiper, mais c'est pas non plus un auto-include, alors qu'on a l'impression qu'il a été construit pour ça. Il a été construit pour ça, c'est sûr, mais je pense que Ronin ça s'inscrit plus dans un archétype plus serré, plus de résurgence d'alliés notamment, où une seule amélioration pourra être posée. Mettons par exemple que vous lui mettez un membre honoraire des gardiens ou membre honoraire des X-Men par exemple dessus, c'est une carte qui vaut 0, 1 ER du coup, et qui lui ajoute 1 point de vie, et bah paf, vous lui mettez pour 1 ER, 2 en contre, 3 en attaque. Et rien que ça suffit. Après, vous consommez votre Ronin, et puis vous retournez, et vous recommencez la chose. On n'est pas trop dans l'archétype super allié, qui lui va nécessiter de mettre plein d'améliorations, et de faire en sorte que il soit de plus en plus fort. Donc Ronin, voilà, c'est une bonne idée, mais c'est pas non plus une très bonne idée. On continue avec Havok. Alors, Havok, un peu comme Cosmo, peut être extrêmement fort à condition de savoir les cartes que vous allez défausser. Mais attention, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas la visibilité. Alors si vous n'avez pas la visibilité de ce qui va tomber, faut pas le faire, faut pas le jouer. Si vous avez la visibilité, il y a des fois où, à la différence de Cosmo, où il n'y aura aucune conséquence, il va juste pouvoir s'activer tranquillement et ne pas prendre de dégâts consécutifs. Mettons que vous savez qu'il y a 3 icônes de boost. Alors oui, Havok va prendre un +3 d'attaque, ça on est d'accord, mais il va prendre 3 dégâts consécutifs. Là en l'espèce, ça veut dire qu'Havok il est mort. Il fait une attaque à 5, mais il est mort derrière. Donc ça veut dire que si vous jouez Havok, il faut non seulement avoir une visibilité sur le deck rencontre, mais en plus avoir la possibilité d'influer sur le deck rencontre. Je pense notamment à la sorcière rouge qui peut faire ce genre de choses. Et aussi, parfois, être obligé de se restreindre. Se dire, ah ben non, là, il y a 2 dégâts consécutifs qui vont arriver, je peux pas me le permettre, je vais attendre le tour d'après. Finalement, quand on y réfléchit, les meilleures cartes pour Havok sont celles à 0, parce qu'elles permettent une activation gratuite. Ça, c'est précieux, il a 2 d'attaque, donc c'est très fort. Et les activations à 1. Parce qu'à 1, vous avez un dégât consécutif, et lui, il va taper à 3 en natif. Mais malheureusement, un deck rencontre, vous le savez bien, n'est pas constitué que de ces cartes, et notamment en expert, vous allez voir que les cartes ont plutôt tendance à avoir 2 icônes de boost, voire 3. Et donc là, tout de suite, Havok devient un petit peu moins intéressant. Mais toutefois, si vous avez un plan et une idée, ça reste une bonne idée. Un autre héros bon, hein, encore une fois, c'est ceux qui sont au-dessus de la moyenne, mais qui sont pas forcément indispensables, c'est Vision. Vision, il y a la possibilité, pour pas très cher en fait, d'augmenter de 2 l'une de ses stats. Imaginez que votre Vision ait été setup pendant plusieurs tours, qu'il ait 4 ou 5 d'attaque, vous dépensez juste une énergie éclair,
et vous avez un +2 en attaque. Pareil sur le contre. Ça reste quand même situationnel, mais si jamais c'est les 2 dégâts ou les 2 de contre qui vous manquent, c'est quand même précieux de pouvoir le faire. Vous avez en fait la possibilité d'améliorer encore un peu plus Vision. En plus, et c'est important de le préciser, Vision est un Android. Alors, j'ai pas parlé de cette carte parce qu'elle est trop spécifique aux Android, mais il y a un événement spécifique aux Android qui permet de les redresser et les soigner de 1 dégât. Alors, c'est un untap, et je vous avais dit tout à l'heure, les untap, c'est pas une très bonne idée, sauf qu'un untap qui soigne, bah, c'est $1. Et Vision s'accommode parfaitement de cette carte et peut être une très bonne idée de super allié. Ensuite, on a le Chevalier Noir. Alors le Chevalier Noir, je l'aime beaucoup, parce que comme Wolverine, en fait, il a le perçant dans son attaque. C'est uniquement pour ça que je l'ai mis, mais il faut bien se rendre compte, il faut vraiment avoir beaucoup joué l'archétype super allié pour le savoir. Le tenace et la riposte sont vraiment vos ennemis jurés. Donc avoir un allié qui, de base, a la capacité de vous écarter l'un de ses problèmes, c'est extrêmement précieux. Donc le Chevalier Noir, parce qu'il est perçant, parce que ses attaques sont tout le temps perçantes, vous octroie la possibilité de contourner tous les tenaces. C'est extrêmement précieux. Ça veut dire que Chevalier Noir ne va jamais s'activer pour rien. Il va toujours s'activer pour faire des dégâts. Et ça, c'est extrêmement précieux et extrêmement fort. Après, au niveau des stats, c'est relativement standard et il n'y a pas de solution de soin sur lui. Donc, il va falloir trouver une solution par vous-même pour le maintenir en vie le plus longtemps possible. Un autre grand héros là on commence à taper dans quand même de l'allié de grande qualité. Iron Man. Iron Man, en fait, son pouvoir, qui est de réduire de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man, c'est extrêmement fort. Car il n'existe aujourd'hui aucune amélioration d'allié qui coûte plus de 1. Donc, de toute façon, quand vous jouez Iron Man et que vous l'avez posé sur votre table, toutes les améliorations que vous allez lui mettre dessus sont gratuites. Voilà, elles sont gratuites, elles coûtent quand même le coût de la carte, on l'avait expliqué dans la vidéo, mais ça permet d'avoir une économie assez franche sur la construction de votre super allié. Parce que oui, quand vous mettez une seule amélioration, bah, on va dire c'est pas forcément super intéressant, mais quand vous êtes à 5-6 améliorations dessus, vous imaginez le nombre de ressources que vous avez économisé pour setup Iron Man. Le problème majeur d'Iron Man, c'est un problème qu'on a vu chez d'autres alliés, c'est qu'il n'a pas de solution de survie à proprement parler. Donc il faut trouver une solution et un moyen de le maintenir en vie. Et surtout si vous avez dépensé, même à coût réduit, beaucoup d'améliorations sur lui, il ne faut absolument pas le voir partir et le voir quitter la partie. Donc il faut trouver un moyen de le maintenir en vie. Et là je termine avec vraiment les meilleurs joueurs, les meilleurs alliés de l'archétype. Le premier, il existe depuis longtemps, on l'a tous identifié depuis assez longtemps, c'est Yondu. Yondu, il est extrêmement fort pour 2 raisons tout à fait évidentes. La première, c'est que il ne prend pas de dégâts consécutifs avec son attaque. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier du nombre d'activations qu'il vous reste de Yondu. Vous pouvez en faire autant que vous en voulez, c'est extrêmement fort. Parce que vous allez voir que dans l'archétype super allié, vous allez vous poser plusieurs fois la question. Est-ce que j'attaque avec mon héros, sachant qu'il n'est pas encore au maximum de ses possibilités, et je consomme donc une de ses utilisations, ou est-ce que j'attends qu'il soit un peu plus fort pour que toutes mes utilisations comptent? Alors le choix évident à faire, c'est de toujours utiliser son héros, sauf quand c'est pas opportun et que les dégâts qui sont faits sont trop importants. Mais Yondu, vous vous posez pas la question. Yondu, c'est pas un débat. Alors, au début, ok, il tape qu'à 1, c'est un peu long, mais au fur et à mesure qu'il va se stuffer, il va devenir de plus en plus fort. Et en plus, c'est précieux, comme Yondu ne prend pas de dégâts consécutifs, il a un 2 de contre qui, de temps en temps, peut être parfaitement salutaire. Mais c'est pas l'autre élément le plus important de Yondu. L'autre élément le plus important, vous l'avez deviné, c'est la réponse, le petit astérix sur son attaque. Yondu à distance. Je vous ai dit tout à l'heure, les 2 ennemis jurés du super allié, c'est le tenace et la riposte. Là, Yondu s'écarte à lui tout seul le tenace. Donc, si vous trouvez un moyen de le rendre perçant, et il y en a un, vous verrez, vous faites de Yondu une bête parce qu'il contourne le tenace et il n'a jamais à subir la riposte 1, 2, 3 ou 4, il s'en fiche complètement et il est extrêmement fort et il roule sur la partie. Donc Yondu, c'est un évident, mais aujourd'hui il a été surclassé, hein, indéniablement, par Fantomex. Alors Fantomex, il vient pas tout seul, il vient avec son petit soutien, Eva. Et oui, parce que Fantomex, alors il n'a pas le à distance de Yondu, mais vous allez voir, le à distance est sans doute l'amélioration la plus facile à mettre, parce que c'est une amélioration grise, donc elle peut être mise dans n'importe quel deck, elle est assez facile à placer.
Mais Fantomex, lui, grâce à Eva, il a la possibilité de se soigner de 1 dégât à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, Fantomex est immortel avec ses dégâts consécutifs. Et donc c'est vrai pour l'attaque, mais ça on l'a vu avec Yondu, c'est pas très nouveau, mais c'est aussi vrai pour le contre. C'est pour ça que Fantomex, à mon sens, est vraiment le meilleur de tous les super alliés, parce que Fantomex, qu'il s'agisse de contre ou de l'attaque, il ne prend pas de dégâts consécutifs. Attention, ça ne marche qu'une seule fois par tour, car vous ne pouvez activer Eva qu'une seule fois. C'est pour ça que l'untap, notamment avec Fantomex, n'est pas très intéressant. Réactiver Fantomex dans le même tour, si vous n'avez plus Eva, c'est pas très intéressant, vous allez perdre un point de vie. Bon, encore une fois, il y a des situations où ça peut se justifier, mais voilà l'idée, surtout que Eva est gratuite, elle entre en jeu immédiatement après Fantomex, et en plus, tant que Fantomex n'a pas besoin d'être soigné, Eva peut tout à fait retirer une menace d'une manigance, faire 1 dégât d'ennemi. Ce sont des choses qui, ça vous enlève un tenace, ça vous enlève un petit contre qui vous embête. C'est quand même extrêmement précieux. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui on sera tous d'accord pour dire que Fantomex est sans doute le meilleur super allié qui existe. Il est psionique. Bon, ça, vous verrez que ça peut avoir son intérêt. Et il est X-Force. Ça aussi, ça son intérêt sur notamment ce qu'on a dit tout à l'heure sur Câble. Ils font une très belle équipe tous les deux si vous décidez de construire que en X-Force. Donc voilà. Donc là, c'était pour les alliés. On va passer maintenant à proprement parler aux améliorations. Oui, donc pour les autres cartes, une fois qu'on a vu les alliés, c'est relativement évident. Il va y avoir tout ce qui est amélioration qu'on va poser sur l'allié. Alors, je vous les passe pas en revue, mais il y en a plein. Plus d'attaque, du soin, plus d'attaque. Vous avez du contre, du dégât, des effets, du déferlement, des points de vie, un peu tout à la fois, à distance, et voilà, les choses comme ça, vous verrez, et éventuellement toutes les choses qui peuvent aller avec vos alliés. Les choses importantes à savoir, c'est que chacune des améliorations d'alliés, c'est bien marqué un max par allié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les cumuler. Alors déjà, ça pose une première question. Combien on en met dans son deck? Eh bien, ça dépend. Généralement, un bon deck super allié est constitué d'un, voire de 2 candidats au setup. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de mettre plus de 2 améliorations identiques. Ensuite, et c'est là que je vais m'arrêter sur une amélioration particulièrement importante, beaucoup d'améliorations qui se posent sur les alliés sont limitatives. Elles sont donc restrictives aux gardiens, aux X-Men, aux X-Force, etc. C'est là que le membre honoraire D, 3 petits points, devient une carte indispensable. Déjà, elle rajoute 1 point de vie, ce qui est déjà assez, rien que pour ça, c'est un auto-include dans votre deck, puisque ça vous met une activation supplémentaire pour votre super allié. Mais en plus, ça vous donne un autre trait. C'est pour ça que quand vous constituez votre deck de super alliés, c'est assez intelligent et intéressant de prendre des alliés qui n'ont pas forcément le trait de votre héros, parce que vous pouvez à tout moment, grâce à ces cartes, changer le trait de votre super allié en celui de votre héros. Attention, vous ne pourrez pas faire le contraire. Donc c'est important, ça peut être utile d'avoir un héros X-Men quand vous êtes gardien. Comme ça, vous pouvez le transformer en gardien et il pourra bénéficier à la fois des attachements X-Men, à la fois des attachements gardiens. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que les améliorations d'alliés étant limitatives, si vous voulez stuffer au maximum votre allié, les améliorations spécifiques à son trait ne seront sans doute pas suffisantes. Donc c'est important d'ajouter cette amélioration. En plus, ça c'est le petit bonus qui vaut pour tous les decks d'ailleurs, pas seulement pour les decks super alliés, n'oubliez pas que le membre honoraire D peut être attaché à votre héros. Pourquoi c'est important? Parce que votre héros, quand il est en côté héros, eh ben, il est gardien, mais quand il devient inter-héros, il n'est généralement plus gardien. Or, si vous lui avez attaché membre honoraire des gardiens, quand il passera en alter-ego, il restera gardien. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'il y a des cartes de soutien notamment, qui nécessitent que tous vos personnages contrôlés et le trait gardien. Or, si vous êtes à ce moment-là en alter ego et que vous n'avez pas le membre honoraire des gardiens, ça peut poser problème. Cet exemple vaut avec d'ailleurs tous les traits. Donc c'est important de bien savoir. Une autre chose importante, donc on a vu les améliorations qu'on colle à nos héros, mais aussi le setup de table. C'est comme ça que je l'appelle. Ce sont les cartes qui vont être posées sur la table et qui vont améliorer tous les alliés. Alors là, vous avez un exemple, il y en a plein. Hein. On monte les points de vie, spécifiques au trait d'identité,
et le camp d'entraînement par exemple qui augmente de +1 l'attaque. Ces cartes ne sont généralement pas destinées aux decks super alliés, c'est plutôt des cartes qui vont dans les decks résurgence, des decks qui ont pour objectif de faire pop un maximum d'alliés, et que comme sur votre table il y a déjà des cartes qui augmentent les statistiques de vos alliés, vous n'avez pas besoin de les stuffer, ils sont d'office très forts quand ils entrent. Mais évidemment, leur effet est cumulatif avec une amélioration de super alliés. Donc, vous pouvez améliorer votre deck super allié à la marge, attention, ça ne doit pas être le principal, avec ce genre de cartes. À ce sujet, il y en a une qui est très forte, qu'on voit peu souvent, et c'est pour ça que je veux en parler, parce que je trouve c'est un peu cruel qu'elle soit mise de côté. C'est compétences de leader. Encore une fois, ayez bien en tête que vos améliorations d'alliés ne peuvent être mises qu'en un seul exemplaire. Là, vous avez mis toutes vos améliorations. Vous ne pouvez plus augmenter de 1 l'attaque ou le contre de votre allié. Et bien cette carte, elle vient encore vous ajouter un +1 et d'attaque, un +1 de contre. Le coût de cette carte, c'est 2 ER, exactement comme une amélioration. Évidemment, elle est limitée à 3 utilisations, mais réfléchissez bien. Quand vous utilisez votre super allié, vous n'êtes pas obligé d'activer l'interruption de compétences de leader. Si vous l'activez, c'est que vous en avez besoin, sinon vous ne l'activez pas. Vous avez 3 utilisations réparties sur une partie. Il est plus que probable qu'à la fin de la partie, vous n'ayez eu besoin que des 3 activations sans jamais avoir besoin de faire revenir compétence de leader. Donc c'est important, il faut voir cette carte comme une autre amélioration attachable à un allié, sauf que celle-ci a un comportement un peu différent. Évidemment, à la marge, elle peut très bien ne pas servir à votre super allié. Vous avez un sbire un peu embêtant à 3 points de vie, vous avez fait pop un allié qui a 2 d'attaque, hop, vous lui donnez ce +1 d'attaque, ça donne le champ libre à votre super allié pour par exemple aller taper le méchant, surtout si le sbire en question avait garde. Voilà. Les dernières cartes qui sont importantes sont des événements, évidemment, les événements de soins. Alors, vous avez des untap de soins. Alors, j'ai dit que les untap étaient à utiliser avec parcimonie dans ce genre de deck. C'est vrai, sauf quand l'untap en question fait du soin. Il y en a plusieurs. Lors du match, la présence inspirée, donc redresse l'allié, mais le soigne. Donc en gros, l'activation que va permettre cet untap est gratuite, donc il ne faut pas s'en priver. Vous avez évidemment cette carte indispensable, un soin d'allié, c'est très fort. Nous sommes unis, un peu moins orienté pour le super allié, parce qu'elle soigne un peu partout, c'est un peu différent. Et bien sûr, mais ça, faut pas l'oublier, le premier soin. Le premier soin est une carte qui vous avez depuis le corset. Elle est indispensable, elle permet de soigner vos alliés de 2, c'est considérable, c'est 2 nouvelles activations. N'hésitez pas, quand vous avez un allié qui n'a pas de solution de soin interne, à utiliser les premiers soins dans votre deck. Personne ne vous en voudra, c'est pas parce que la carte est apparue au tout début du jeu qu'elle n'a pas de valeur. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, toujours dans le cadre du soin, vous avez le Manoir X qui est réservé aux X-Men. Alors je voulais vous parler de cette carte brièvement parce qu'elle a quand même un intérêt assez fort. Elle a une action d'alter ego qui permet de soigner de 1 un X-Men. Alors évidemment, la cible généralement de votre manoir X quand vous l'utilisez, c'est vous-même. Mais là, imaginez bien que si votre super allié est un X-Men et que vous êtes en alter ego, vous allez pouvoir le soigner de 1. Ça n'est pas limitatif, vous allez pouvoir le faire à chaque tour. Et si votre X-Men qui attaque votre allié X-Men n'a que 1 dégât consécutif, potentiellement, vous pouvez le rendre immortel, à condition bien sûr d'être régulièrement en alter ego. Mais il y a des decks qui peuvent se permettre d'être tout le temps en alter ego. Je vous montrerai notamment avec Gambit. J'en terminerai par des petites cartes bonus. Vous avez celle-là, alors qui n'a rien à voir avec le deck super allié, on est bien d'accord. Sauf que n'oubliez pas, quand vous avez fait un super allié, vous lui avez mis forcément des armes, que ce soit l'arme de poing, que ce soit la lance, il y a forcément une arme qui est posée sur votre super allié. La fusillade est une carte qui demande pour 3 ER, qui fait 5 dégâts, et qui, la seule condition qu'elle réclame, c'est que vous incliniez une amélioration arme. Que vous contrôlez. Or, vous contrôlez votre allié, donc par extension, vous contrôlez les armes qu'il contrôle. Les armes de votre allié, si elles sont inclinées, n'ont aucune conséquence sur les dégâts que vont faire ces améliorations armes. Donc, ne surtout pas se priver, c'est gratuit, vous inclinez les améliorations d'armes de vos alliés, vous utilisez cette carte, vous avez pour 3 ER 5 dégâts, ce qui est très au-dessus de la moyenne. Je dirais même qu'à ce prix-là, vous avez une carte héros. Vous avez un rendement qui est digne d'une carte héros, donc faut pas s'en priver. Enfin, je terminerai par cette carte qui m'a fait beaucoup parler. Je ne sais pas si elle vous a fait réfléchir, mais elle est sortie avec la dernière extension. Et pour moi, elle me pose plusieurs soucis. Je pense que c'est à la fois la carte la plus ratée
qui soit sortie et à la fois la plus réussie qui soit sortie de la dernière extension. Pourquoi? Quand En Costume est sorti, la cible évidente en Costume, c'était l'amélioration acolyte. Évidemment que le gros problème que pose En Costume, c'est que ça coûte 3 ER. Pour 3 ER, vous allez chercher votre allié et vous allez chercher l'amélioration, je suppose, acolyte, puisque c'était le but recherché par cette carte. Sauf que vous imaginez bien que vous êtes allé chercher votre allié signature qui va vous coûter 3, 4 ER, acolyte qui vaut déjà 2 ER, vous êtes globalement coincé. Vous avez joué cette carte, vous ne pourrez pas jouer et acolyte et votre allié signature. Alors évidemment, il y a des solutions. Il existe quelques héros qui peuvent le faire. Il y a Vision avec Viviane qui coûte pas cher. Il y a Gambit avec Malicia qui peut coûter 0. Il y a Black Widow avec son soldat de l'hiver qui coûte 0 aussi, éventuellement, si vous avez le setup sur la table. Et vous avez bien sûr Domino et Bishop qui ont la particularité d'avoir 2 alliés signatures. Donc vous pouvez très bien vous servir de l'autre allié signature pour aller chercher Acolyte. Mais, donc, pour moi en soi elle est un petit peu ratée cette carte parce que je trouve elle tutore pas très bien Acolyte, c'est pas très efficace, c'est pas très rentable. En revanche, ce qu'elle fait parfaitement et ce qui rend cette carte quasiment auto-include dans les decks de super alliés, c'est que rien ne dit que vous êtes obligé d'aller chercher Acolyte. Allez chercher autre chose, justement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher autre chose. Si on lit cette carte à la marge, on peut la lire comme ça. Pour 3 ER, vous pouvez aller chercher dans votre deck ou dans votre défausse une amélioration d'allié et la poser sur la table. Pourquoi? Parce que vous êtes allé chercher un allié dans votre deck ou dans votre pile de défausse et vous êtes allé chercher une amélioration dans votre deck ou dans votre pile de défausse. L'allié que vous êtes allé chercher, sera la ressource qui va permettre de payer l'amélioration. Or, comme l'amélioration, on l'a vu, elle coûte 0 ou 1, vous n'avez pas besoin de plus qu'une ressource pour payer cette amélioration. Donc il faut vraiment voir En Costume comme ça, vous êtes en alter ego, vous êtes en train de setup votre super allié, vous jouez En Costume, vous allez chercher un allié poubelle qui va vous servir de ressources et vous allez chercher l'amélioration qu'il vous faut. Ça peut être membre honoraire des gardiens par exemple si vous voulez changer son statut, ça peut être la lance, ça peut être un pistolet, ça peut être l'arme de poing. Vous allez la chercher et vous la posez sur la table puisque l'allié que vous êtes allé chercher vous permettra de payer cette amélioration. Voilà, c'est le petit résumé que je voulais faire de cette carte En Costume qui est extrêmement forte, surtout dans le deck super allié. Mais je trouve qu'elle n'est pas utilisée comme elle aurait dû l'être, parce que je ne pense pas que les développeurs l'aient développée pour ça. Je pense que les développeurs voulaient surtout qu'on s'en serve pour aller chercher Acolyte. Ça marche pas très bien pour aller chercher Acolyte, par contre ça marche divinement bien pour aller chercher autre chose. Voilà. J'en ai terminé avec un résumé un peu sommaire de toutes les cartes qui constituent le super allié. J'en finirai avec quelques bonus qui ne seront pas présents dans ma vidéo de démonstration de deck, puisque ce ne sont pas des héros que j'ai choisis. Mais voici par exemple Black Cat, qui est l'allié signature de Spider-Man. Alors, pourquoi je vous montre Black Cat? Parce que Black Cat, en plus de coûter très peu cher, puisqu'elle peut se rembourser quasiment intégralement quand vous l'achetez, elle n'a pas de dégâts consécutifs quand elle attaque. Voilà, Spider-Man a en natif un héros super allié, qui est quasiment aussi fort que Yondu. En tout cas, elle est beaucoup moins chère. Évidemment, elle n'a pas à distance, mais elle reste quand même extrêmement forte. Donc Spider-Man, en plus avec son 3 de défense, est un super candidat pour faire un deck super allié. Même idée, vous avez Psylocke. Psylocke qui est l'allié signature de Angel. Pourquoi est-ce que Psylocke est intéressante? Parce que Psylocke a, elle, un dégât consécutif, on est d'accord, en attaque et en contre, mais si vous utilisez l'attaque de Psylocke, vous pouvez vous soigner de 1 à condition qu'Angel soit en Angel et pas en Archangel. Si vous êtes en Archangel, vous redressez Archangel. C'est un peu plus tricky que Black Cat, c'est un peu moins systématique, mais ça fait d'autres choses aussi. Et ça reste quand même très intéressant, et ça reste aussi, ça donne une forme d'immortalité à Psylocke qui est très intéressante. Une autre carte spécifique au héros qui vaut quand même le coup, Star-Lord qui permet de donner à tous les alliés qu'il contrôle le trait gardien. Alors c'est à double tranchant, parce que je pense que vous pensez tous à la carte à laquelle je pense. Il y a en effet une carte qui fait des dégâts, qui augmente les dégâts des gardiens, mais qui fait des dégâts consécutifs derrière, enfin attention. Mais surtout, ça permet de construire un deck super allié avec Star-Lord, en mettant des alliés qui ne sont pas gardiens,
par exemple des alliés X-Men, et grâce à Star-Lord, ils auront le trait gardien et le trait X-Men, ce qui permet de renforcer le membre honoraire des gardiens, par exemple la carte membre honoraire des gardiens, qui n'est pas indispensable avec Star-Lord, parce qu'elle est automatique. Évidemment, vous n'avez pas le point de vie en plus, faut pas tout demander non plus, mais ça reste quand même assez intéressant. Et enfin, une dernière carte que je vous montre, c'est un soutien du deck climat de Storm, qui augmente de 1 la stat d'attaque de tous les personnages en jeu. Ça, c'est mine de rien un setup de table très efficace quand vous faites un deck super allié, peu importe la couleur que vous choisissez. Voilà, j'en ai terminé avec une présentation assez succincte du deck super allié, j'espère que ça vous a plu, et maintenant on va passer à la mise en pratique. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo avec une présentation de quelques exemples de l'archétype super allié. Je vous en ai fait 4 autour de 3 personnages. Donc vous aurez un deck multicolore avec Adam Warlock, vous aurez un deck rouge, un deck bleu avec Gambit, et vous aurez enfin un deck très classique, un deck bleu avec Psylocke autour des X-Force. Voilà, j'aurais voulu faire cette vidéo à plusieurs, malheureusement c'est relativement... J'ai pas encore trouvé tout à fait le format pour pouvoir vous présenter et vous permettre de faire des vidéos participatives. Ce sera fait par la suite, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc là c'est un petit exemple. L'avantage de l'archétype super allié, c'est qu'il est relativement simple à comprendre, donc il ne nécessite pas forcément une participation à plusieurs. Dernière chose avant de commencer, j'aime beaucoup noter mes decks. Alors, c'est très subjectif comme façon de faire, et j'ai une méthode de classement très rigoureuse. Alors, je ne vais pas la développer ici, si vous voulez avoir plus d'informations dessus, je vous invite à me poser des questions sur le Discord, mais c'est une notation, enfin, c'est un chemin assez long pour le deck, pour qu'il puisse obtenir finalement une note. Et donc je peux vous présenter ici, je crois que mon Gambit rouge c'est un deck 5 étoiles, Warlock c'est sûr que c'est un 5 étoiles, Psylocke bleu c'est un 5 étoiles, Gambit bleu est plus un 4 étoiles. Alors ça veut dire quoi 4, 5 étoiles? En gros 5 étoiles vous pouvez affronter n'importe quel méchant en solo expert sans difficulté. 4 étoiles vous pouvez affronter n'importe quel méchant en multi-expert sans difficulté. Vous aurez peut-être un peu plus de mal sur des méchants solo experts un peu relevés, du style Loki, le bouffon Venom, ou encore Ronan évidemment, et puis il y en a d'autres, certains, voilà. Mais ça peut le faire aussi quand même en solo 4 étoiles, vous verrez. Voilà, donc on y va tout de suite pour le premier deck. Donc on commence tout de suite avec Gambit, un Gambit agressivité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, je ne vais pas faire une présentation totale du personnage Gambit, mais je vais surtout vous présenter les points importants de son personnage qui permettent à l'archétype super allié que j'ai construit de fonctionner. Gambit a une particularité, elle n'est pas de ce côté-là, elle est de ce côté-là. Il peut contrer en alter ego. En effet, quand il est du côté alter ego, il peut s'incliner. Il regarde les 2 cartes du dessus de deck, en défausse une, et retire de la manigance principale, d'une manigance, pardon, pas forcément la manigance principale, le nombre d'icônes de boost. Alors, ça nous permet une mécanique doublement intéressante. Déjà, Rémi Lebeau peut rester tout le temps alter ego, tout au long de la partie, puisqu'il a une capacité de contre qui est peut-être pas suffisante, mais qui est quand même assez forte, pendant toute la partie. Quel est l'avantage dans un deck super allié d'avoir un héros qui reste tout le temps alter ego? Eh bien, il est énorme. C'est-à-dire que Rémi Lebeau n'a jamais besoin de défendre pour ses alliés, puisque le méchant ne va jamais l'attaquer. Le méchant ne va faire que manigancer pendant la partie. Vous verrez, il y a certaines parties, c'est assez rigolo. Par exemple, Magog, qui sont absolument pas calibrées pour que la partie se déroule uniquement côté alter ego, et vous pouvez un peu casser le jeu avec ce système. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est important de jouer tout le temps alter ego et de se servir du pouvoir de Rémi Lebeau, c'est qu'en fait, il a une visibilité sur le deck du méchant. En effet, à chaque fois qu'il s'incline, il retourne les 2 cartes, il en défausse une, mais l'autre, il la laisse sur le dessus du paquet. Donc vous savez, à chaque fois que vous avez contré avec Rémi Lebeau côté alter ego, quelle est la carte du dessus du deck méchant. Et donc ça, c'est très important pour notre deck super allié, parce que ça nous permet de faire entrer le MVP de ce deck, Cosmo. Cosmo, en effet, c'est lui qui va être le principal, pas l'unique, mais le principal super allié de ce deck,
puisque vous avez une visibilité du deck méchant, vous avez donc la possibilité d'actionner Cosmo sans lui faire de dégâts consécutifs, c'est très fort. Vous avez donc un super allié que vous allez pouvoir setup facile. Si on rajoute en plus le fait que Rémi Lebeau, en étant tout le temps Rémi Lebeau et pas Gambit, vous n'avez pas trop de soucis de défense, donc vous êtes assez serein sur la construction super allié. Il y a d'autres cartes importantes dans le deck de Gambit qui viennent aider cet archétype. Vous avez la guide des voleurs qui vous permet, quand vous avez fait un contre alter ego, hein, c'est bien précisé, vous pouvez rajouter 1 au contre qui est fait. Donc ça veut dire que faut bien comprendre que quand vous défaussez une traîtrise ou n'importe quelle carte du deck rencontre, en moyenne, vous allez faire un contre à 2. Et bien avec la guilde des voleurs posée sur votre table, vous allez faire un contre à 3. Et même, vous pouvez faire un contrat 2 sur la manigance, puis un petit contrat 1 sur une autre manigance. La seule chose qui est importante à faire, mais pas systématique, c'est que si vous retirez grâce à la guilde des voleurs la dernière manigance d'une manigance, vous piochez une carte. Alors c'est un petit sucre, c'est pas forcément quelque chose de structurel dans le personnage de Gambit, néanmoins c'est quand même quelque chose d'assez important à prendre en considération, donc vous pouvez vous en servir. Un autre élément, une autre carte indispensable du set de Gambit dans l'archétype super allié, c'est Charmeur Créole. En effet, vous allez passer votre temps en alter ego. Charmeur Créole est une action d'alter ego, c'est un contrat 3 qui en plus, s'il retire la dernière manigance d'une manigance, désoriente le méchant. Donc ça c'est vraiment une carte essentielle dans ce deck, puisque non seulement ça vous permet de renforcer votre contre, la seule chose que va faire Rémi Lebeau, mais en plus ça peut désorienter le méchant, donc ça peut vous octroyer un tour de sans contre de méchant, sans manigance du méchant, ce qui est quand même très solide. Ensuite, les autres cartes importantes qu'on va prendre en considération dans le deck, il y a la double ressource. Attention, vous êtes tout le temps alter ego, donc vous ne gagnerez pas de jetons grâce à cette double ressource. Ça c'est important de le savoir, mais ça reste une double ressource. Pourquoi cette double ressource est importante? Parce que vous allez le voir dans ce deck, je n'ai mis aucune ressource. Il n'y a pas de carte ressource. Étant tout le temps en alter ego, j'ai une main de 6, donc j'ai déjà toujours une carte de plus par rapport à un deck plus classique. Et en plus, globalement, ce deck ne coûte pas très cher. Vous n'avez pas forcément besoin de ressources supplémentaires. Malicia, qui fait partie du set de Gambit de base, est un très bon allié à monter, vous verrez pourquoi, puisque vous n'allez pas passer l'intégralité du jeu en alter ego. Quand certaines occasions se présenteront, il faudra passer en héros, donc construire un nombre de jetons. Et en fin de partie, ou en milieu de partie, quand vous aurez suffisamment de jetons, Malicia est un allié qui vient pour 0. Donc ça c'est quand même important, c'est un allié qui vient pour 0 si vous avez 4 jetons évidemment, mais qui a de très belles stats. Donc c'est quand même important de le souligner et de l'avoir. Vous avez, alors ça je les sors, donc vous avez, alors c'est pas le bâton, c'est l'agilité naturelle, et c'est, hop, je vous le sors tout de suite, voilà, l'armure de guilde de Gambit. Ces deux cartes sont justement les cartes qui vont vous permettre de passer en héros. Quand vous avez posé l'armure de guilde de Gambit et que vous avez une agilité naturelle dans votre main, c'est le moment de passer en héros. Alors, vous allez passer en héros, paf, première chose à faire, vous avez évidemment contré, hein, toujours, parce qu'il faut quand même que Cosmo ait la visibilité sur la carte du deck méchant. Vous arrivez à incliner, vous générez un jeton, très bien, vous êtes donc à 9 de vie, un jeton posé sur la table. Le méchant commence son tour. Vous choisissez de défendre donc à 3. Vous avez agilité naturelle, vous la jouez, vous rajoutez donc un jeton, vous passez à 2 jetons, et vous défendez donc du coup grâce à agilité naturelle à 5. Les probabilités que vous ne preniez pas de dégâts sont assez fortes. Donc du coup, vous ne prenez pas de dégâts, et vous avez armure de guilde de Gambit, qui, après que Gambit a défendu sans subir de dégâts, vous inclinez l'armure et vous vous redressez. Ce qui fait que quand le tour du méchant se termine, vous êtes debout, vous n'avez pas pris de dégâts, vous avez 2 jetons sur vous, vous commencez donc votre tour debout, vous ajoutez un 3e jeton,
vous vous retournez, vous êtes Rémi Lebeau, vous vous inclinez pour contrer classique pour que Cosmo puisse s'activer correctement et vous avez 3 jetons sur Rémi Lebeau. Ce qui permet régulièrement d'augmenter votre capacité de jetons. C'est important pour la fin de la partie parce que vous vous servirez de toutes les autres cartes de Gambit pour finir le game finalement quand vous serez bien setup et que la partie sera sur le point de se terminer. Mais aussi, on l'a vu, ça permettra à Malicia d'entrer en jeu pour 1, voire pour gratuit en fonction de l'avancée de la partie. Donc ça c'était la présentation des cartes de Gambit telles qu'elles sont. Maintenant je vais vous présenter l'archétype en lui-même, enfin le deck en lui-même. Donc on a vu, hop, j'essaie de faire quelque chose de correct. Voilà, on a vu Cosmo. Cosmo c'est donc évidemment l'allié sur lequel vous allez construire. Mais pas que, il y en a d'autres. Donc on a vu, il y a Malicia, qui peut être un très bon appel à super allié. Vous avez Légion. Alors Légion, je le présente plus, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il est assez fort en super allié puisqu'il a une capacité de soin. Vous avez Wolverine. Alors Wolverine, il a l'avantage énorme de vous aider à contrer de 1 à chaque tour. C'est quand même très précieux, mais en plus, quand vous voulez taper très fort, il est présent. Vous avez Boule d'Or, que j'ai mis, parce que Boule d'Or tape très fort. Et enfin, vous avez Psylocke. Psylocke qui a le double avantage de contrer très bien, mais surtout, c'est surtout pour son attaque qui va être là, de désorienter le méchant, ou n'importe qui d'ailleurs, mais c'est surtout le méchant, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité en alter ego. Il ne faut pas oublier, certains méchants malheureusement manigancent très fort, et un 3 de manigance sur un méchant ne se contre pas qu'avec Rémi Lebeau, donc il va falloir que vous l'aidiez un petit peu. Donc voilà les alliés que j'ai choisis dans ce deck. Je rajoute des alliés fonctionnels, donc Professeur X, exactement pour la même raison que Psylocke, puisqu'il va désorienter le méchant, et Forge, parce que Forge va vous permettre de mettre en place votre stratégie autour des soutiens des X-Men. Et c'est cela qu'on aborde tout de suite. Et en effet, Gambit a une spécificité double. En étant tout le temps alter ego, il va pouvoir tout le temps se servir des soutiens, de ces deux soutiens, le Manoir X et Cerebro surtout, qui sont des soutiens très forts, mais qui sont peu utilisés, puisqu'ils nécessitent tout le temps d'être joués en alter ego. On commence par le Manoir X. Pourquoi le Manoir X est extrêmement fort avec Gambit? Vous êtes en alter ego à chaque tour, vous allez pouvoir l'activer, vous ne prenez pas de dégâts. Donc finalement, c'est le Manoir X, vous n'allez pas vous en servir pour vous. Mais pour tous vos X-Men qui ont un dégât consécutif, alors Psylocke, Boule d'Or, Wolverine n'a qu'un seul dégât consécutif, puisque il se soigne de 1, donc si vous, en plus vous le soignez au final, Wolverine, quand il attaque, n'a plus qu'un seul dégât consécutif. Légion, pareil, qui est un X-Men. Tous ces héros X-Men, finalement, à chaque fois qu'ils vont s'activer, ne vont prendre qu'un dégât consécutif. Vous inclinez le Manoir X, vous annulez le dégât consécutif. Ce qui fait qu'en plus de Cosmo, qui a donc une visibilité sur le deck du méchant et qui ne prend pas de dégâts consécutifs, vos X-Men vont avoir exactement le même effet et vont être invincibles. Donc grâce au Manoir X, c'est très important de l'avoir et de le poser pour ça. Deuxième carte importante, le Cerebro. Alors le Cerebro, il est intéressant d'une part parce qu'il y a énormément d'alliés X-Men dans mon deck, donc vous avez une chance assez forte de le faire fonctionner, mais surtout, pour mine de rien, c'est une pioche. Comme vous êtes tout le temps en alter ego, vous allez pouvoir l'activer à chaque tour, vous allez chercher un allié X-Men, peu importe si vous le jouez ou vous ne le jouez pas, ça vous permet de piocher. Et c'est là que c'est important, Professeur X et Psylocke, il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y a Légion, bien sûr. Professeur X, Psylocke et Légion sont tous les trois des alliés, des alliés psioniques. Ce qui vous permet, avec le Cerebro, de non pas aller chercher dans les 5 cartes du dessus du deck, mais d'aller chercher n'importe où dans le deck. Donc quand l'un de ces alliés est posé sur la table, le Cerebro devient extrêmement fort et extrêmement intéressant. Je finis avec le dernier soutien de ce deck, qui est Utopia. Alors Utopia, vous me direz, mais alors là, pour le coup, ça sert absolument à rien, parce que finalement, comme c'est des super alliés, il n'y a pas beaucoup d'alliés qui vont rentrer en jeu, Utopia va avoir peu d'occasions de s'activer, c'est vrai, mais néanmoins, c'est quand même un petit bonus supplémentaire. Vous entrez un allié X-Men, vous allez pouvoir le redresser, et il faut ajouter 2 choses essentielles, celle-ci, les membres honoraires des X-Men. Car oui, première chose à faire, vous avez un membre honoraire des X-Men, il faudra passer un héros, c'est important, pour vous attribuer un membre honoraire des X-Men. Et oui, quand vous passez un héros, vous attribuez le membre honoraire des X-Men, ce qui fait que quand vous repassez en Rémi Lebeau, vous êtes toujours un X-Men.
Donc, l'intérêt majeur, c'est que Utopia, en alter ego, va pouvoir s'activer. Pourquoi c'est bien? Eh bien, quand vous avez contré une fois avec Rémi Lebeau, vous faites rentrer un X-Men, vous le redressez, vous pouvez contrer une seconde fois, ce qui rend la chose plus forte et assez intéressante. J'ai mis évidemment 2 membres honoraires des X-Men, car notre super allié, notre super héros dans la partie, c'est Cosmo. Cosmo est un gardien, il n'est pas un X-Men, et ne pourra pas à ce titre bénéficier d'Utopia, ni même des améliorations X-Men. Il est donc important de pouvoir transformer Cosmo en X-Men. Pareil, cela ne se fait qu'en héros, sauf si Rémi Lebeau est devenu un X-Men grâce aux membres honoraires. Donc la priorité sur l'amélioration de membres honoraires des X-Men, c'est évidemment d'équiper Rémi Lebeau pour ensuite équiper Cosmo, afin que celui-ci devienne un X-Men. Voilà. J'en termine pas tout à fait, je vais vous mettre les améliorations de super alliés propres à ce deck. Donc vous avez évidemment l'arme de poing indispensable, j'en ai mis une, voilà, parce que j'essaie d'avoir un deck restreint à 40 cartes. Donc ça c'est no brain, hein, puisque vous avez le +1 d'attaque à distance. Vous avez 3 entraînements à l'attaque. Alors l'entraînement à l'attaque, qui est une amélioration réservée aux X-Men, augmente de 2 points de vie le personnage équipé, et il y a +1 d'attaque. Donc ça c'est très fort. Évidemment vous pourrez l'équiper à Cosmo si Cosmo devient un membre des X-Men. Sinon vous l'équipez à tous vos autres X-Men qui peuvent être des super alliés temporaires, ou en tout cas qui peuvent vous aider dans la partie. Et ensuite 2 améliorations qui sont réservées à Cosmo. La lance, qui donne à Cosmo perçant et +2 d'attaque. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais là, vous avez la lance, vous avez l'arme de poing. Cosmo se retrouve à +3 d'attaque, il a à distance, il a perçant. Il est relativement invincible. Et la dernière carte, la carte secrète de Cosmo, c'est Enragé. Enragé, ça donne +2 d'attaque à l'allié qui est équipé, mais il subit un dégât consécutif supplémentaire. Or, je vous l'ai présenté sur la carte de Cosmo, quand vous devinez correctement la carte du deck rencontre ou du deck que vous avez choisi de défausser avec Cosmo, vous ne subissez pas de dégâts consécutifs, c'est bien précisé. Donc on s'en fiche d'augmenter le nombre de dégâts consécutifs que va subir Cosmo, puisque de toute façon il ne subira pas de dégâts consécutifs. Donc si vous avez équipé ça, plus ça à Cosmo, vous êtes à une attaque de +5, donc Cosmo est à tape à 6, il a 2 points de vie supplémentaires, oui, non, pardon, il n'a pas 2 points de vie supplémentaires, il n'a pas de points de vie supplémentaires, je vais un petit peu trop vite en besogne, mais il a perçant et à distance. Et si en plus vous lui avez mis le membre honoraire des X-Men, vous pouvez lui attacher entraînement à l'attaque. Dans ces cas-là, Cosmo a +3 points de vie et il a encore +1 d'attaque, ce qui nous fait qu'on a un Cosmo qui tape à 7 et qui a 5 points de vie. Voilà, c'est une brute. C'est une brute totale. Voilà, maintenant j'ai presque terminé. J'en finis par des cartes qui ne sont plus indispensables à l'archétype, vous pouvez vous en passer, mais qui vont vous aider à faire fonctionner ce deck et à faire fonctionner cet archétype. D'abord, j'ai mis 3 à l'école des mutants. Pareil, on passe notre temps en alter ego, donc cette carte devient très forte. Elle permet de switcher 2 cartes qui ont été défaussées de votre deck. Alors il faut que ce soit des cartes qui sont spécifiques à votre identité et à les remettre dans votre deck. Là, les cibles évidentes pour cette carte, ça va être évidemment la double ressource et le charmeur créole. Mais ça peut être aussi l'agilité naturelle, si jamais vous voulez faire un tour en héros à ce tour-là. Bref, si le Manoir X est posé, et on l'a vu, il va être posé grâce à Forge et grâce au fait qu'on reste tout le temps alter ego, cette carte est indolore. Elle ne coûte 0 effective ressource, puisqu'en effet, vous défaussez cette carte, vous mettez 2 cartes de signature dans votre deck, et vous piochez une carte. Donc c'est complètement indolore, il n'y a aucune raison de s'en priver, elle est très importante pour faire fonctionner le tout et faire revenir les cartes essentielles de Gambit. Là on termine sur des cartes qui sont beaucoup plus situationnelles. On commence par le Genix. Bah oui, vous êtes tout le temps mutant, donc vous n'aurez jamais le problème d'être au bon moment quand Genix arrive dans votre main pour pouvoir le payer. Parce que c'est le problème de Genix, en fait, quand vous récupérez cette carte, vous vous dites « Ah bah merde, je suis héros, il faut absolument que j'aille en alter ego, sinon je peux pas la poser sur ma table. »
Donc oui, mais pourquoi faire? Et bien justement, encore une fois, la carte Charmeur Créole de Gambit est un événement qui se joue en alter ego. Donc vous aurez la possibilité de jouer un événement, un de moins grâce au GNX. Donc voilà, pas se priver. Et puis au moment de votre passage en héros, vous aurez GNX qui sera posé sur la table et qui vous permettra de diminuer de 1 les ressources des événements héros que vous allez jouer. J'ai mis, alors c'est une carte nouvelle, voilà, elle est rigolote, la salle de crise. La salle de crise parce que vos alliés vont être très forts, très puissants, et finalement, vous n'avez pas vraiment beaucoup de solutions de contre, parce que vos alliés vont surtout faire du dégât. La salle de crise est un petit... Ça coûte pas très cher, en fait, ça coûte 1. Les probabilités que vous tuez un allié sont assez fortes, un sbire, pardon, sont assez fortes au cours de la partie. Voilà, ça fait 1 de plus. Le vrai défaut de ce deck, c'est que parfois vous allez être submergé par la manigance du méchant, puisque vous êtes tout le temps alter ego. Donc ce petit 1 de plus peut vraiment faire la différence. Et surtout, ça peut être le 1 qui vous manque quand vous voulez justement activer Rémi Lebeau et sa guilde des voleurs et pour pouvoir piocher une carte. Donc c'est vraiment assez précieux. Vous êtes en rouge, vous jouez des alliés, vous posez même pas de questions, vous jouez un camp d'entraînement. Donc voilà, je vous ai parlé d'un super allié Cosmo tout à l'heure qui attaque à 6, si mes souvenirs sont peut-être 7 même. C'est 7, ouais. Et ben là, il va attaquer à 8. Donc là, on est vraiment sur... là, il va enlever il va mettre le boss midlife, en fait, à chaque fois qu'il va s'activer Cosmo. Mais ce qui est génial avec cette carte, c'est que ça fonctionne avec tous vos X-Men. Et comme vos X-Men vont avoir tendance à s'activer régulièrement. Vous allez les soigner avec le Manoir X, mais vous n'allez pas pouvoir tous les soigner. Vous allez en soigner un. De temps en temps, ils vont mourir, ils vont revenir, etc. Ils vont faire actionner Utopia. Et ils auront toujours ce petit plus 1 d'attaque qui sera posé sur la table. Et enfin, dernière carte, j'en ai mis un exemplaire. C'est vraiment pour qu'elle soit présente. Je vous avoue que dans ma trentaine de parties avec Gambit Rouge, j'ai dû m'en servir 2 fois. Mais quand ça marche, c'est très très fort. C'est une frappe en équipe. On incline notre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Donc on l'a bien vu, en cours de partie, il est assez probable que Cosmo soit un X-Men. Et donc du coup, comme tous les autres alliés sont que des X-Men, ça fonctionnera avec tout le monde. On inflige une énorme attaque, puisque Rémi Lebeau tape lui-même à 2. Cosmo a la possibilité de taper jusqu'à 8, mais bon, on l'a vu. Tous vos alliés qui sont présents ont la possibilité de taper entre 2, 3, plus 1 et encore plus 1 si vous leur mettez des améliorations, donc ils peuvent taper très très fort. Et en plus, Gambit a la capacité d'augmenter sur les cartes attaques de 1 en fonction du nombre de jetons que vous dépensez. Donc vous pouvez dépenser 3 jetons, vous augmentez encore cette attaque de plus 1. Et en plus, c'est vraiment le truc très fort, ça fait, vous pouvez faire quasiment 20-25 dégâts avec cette carte en un coup. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de boss qui ont 25 points de vie. Donc c'est souvent superfétatoire, il y a souvent trop de dégâts. Et ben là, on frappe en équipe à la possibilité de répartir entre les ennemis en jeu les dégâts. Et alors ça, c'est extrêmement précieux, parce que vous allez nettoyer le plateau. Donc voilà, cette carte, elle est là, parce qu'elle est extrêmement rigolote à jouer, mais alors c'est surtout pas un objectif prioritaire. Faut faire ça de manière secondaire et l'ajouter en fin de, c'est surtout en fin de partie en fait quand vous allez pouvoir aller plus souvent en héros et vraiment pour nettoyer un plateau, voilà, l'occasion se présente et vous en profitez. Voilà, donc j'ai fini avec Gambit Rouge. Je vais passer maintenant avec sa version bleue un peu plus classique. Donc on poursuit avec un Gambit bleu. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'article sur le fonctionnement de Gambit, il est le même que sur le Gambit Rouge, vous allez rester essentiellement alter ego et avec toutes les conséquences que ça va avoir. L'avantage du bleu par rapport au rouge, c'est que vous allez avoir accès à des améliorations un peu différentes et souvent meilleures, il faut quand même le reconnaître, qui vont vous permettre de changer un peu la donne. Alors, vous verrez, en termes de héros, on reste sur quelque chose de relativement évident. Donc j'ai encore mis un Professeur X, encore une fois, comme dans le deck précédent, il va avoir pour objectif de nous aider à contrer, mais surtout de désorienter le méchant, voire éventuellement de redresser un X-Men sur la partie. Donc ça c'est très précieux, Professeur X, vous pouvez pas vous en passer, mais c'est pas votre super allié. Forge, encore une fois, il va faire entrer les soutiens, et là il y en a un de plus, les soutiens X-Men, donc vous verrez pourquoi. Donc Forge est toujours indispensable, évidemment. Et Cosmo, c'est toujours votre MVP, c'est toujours votre allié qui va être monté, puisqu'encore une fois, vous avez toujours la capacité de voir la carte du dessus du deck méchant. On ajoute les cartes bleues, du coup. Donc Pixie. Pixie, elle est bien parce qu'elle va vous permettre de faire revenir vos alliés.
Alors, bon, c'est surtout pratique pour faire revenir Professeur X notamment, pour pouvoir vous aider à contrer. Donc ça, Pixie est très fort, parce qu'elle va vous permettre d'aller chercher Forge ou Professeur Xavier qu'on vient de voir, et qui vont vous permettre de structurer votre partie. Évidemment, en fin de game, elle est moins utile, et en plus, elle a l'énorme défaut d'avoir 2 dégâts consécutifs sur son attaque, ce qu'on ne peut pas gérer, on l'a vu tout à l'heure avec le Manoir X. Donc c'est pas très intéressant, mais son défaut est aussi un avantage parfois, parce que Pixie, en une seule activation, pardon, peut disparaître. Et ça c'est bien, parce que quand vous avez besoin de faire de la place sur le plateau, bah, vous savez, vous mettez Pixie, vous faites venir l'allié que vous voulez, vous la tuez, en s'activant immédiatement, et vous avez une place de libre, mettons que vous aviez déjà plus de place. On continue. Le fauve, alors le fauve c'est no brain, hein, parce que déjà il va vous permettre de générer de l'économie et faire venir votre double ressource, mais en plus c'est un allié extrêmement fort à builder en super allié, sachant qu'avec le Manoir X vous pouvez soigner le dégât consécutif qui va se prendre à chaque fois, et vous avez quelqu'un qui contre à 2 et qui attaque à 2. Donc c'est très fort, le fauve est un très bon candidat au setup. Et on termine avec Avoc. Alors Avoc, je le mets surtout parce que si on ne le met pas ici, on le met nulle part en fait, parce que c'est pas un allié très fort. Mais dans certaines situations, Avoc est encore plus fort que Cosmo. Et oui, quand vous avez un seul dégât consécutif à prendre sur Avoc, il a une attaque native à 3. Et quand vous avez 0 dégâts consécutifs, il a une attaque native à 2. Donc c'est 1 de plus que Cosmo. Ça peut être très fort et donc ça peut être assez rigolo de le jouer. Maintenant, je l'ai souvent joué ce deck. Je vous avoue que Avoc a du mal à sortir parce que je préfère toujours privilégier Cosmo. Mais Avoc est assez fun. Hein. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon, hein, Avoc en fait défausse la carte du deck rencontre. Donc on connaît grâce à Rémi Lebeau. Et il s'inflige un nombre de dégâts consécutifs correspondant aux icônes de boost sur cette carte, mais il augmente également de 1 son attaque par icône de boost. Donc vous voyez, en fonction de la situation, Avoc peut être extrêmement intéressant. Bon, attention, parce que vous ne pourrez pas activer Avoc et Cosmo en même temps, parce que vous avez une visibilité qu'une fois. Donc il faut faire attention, mais ça peut être intéressant. Au rayon des soutiens, pour commencer, donc on a le classique Manoir X, indispensable hein, quand vous jouez Gambit, Alter Ego avec des super alliés, parce que ça vous permet de rendre immortels vos X-Men qui s'activent. Vous activez Manoir X, vous le soignez de 1, hop, votre X-Men c'est comme s'il ne s'était pas activé, c'est très fort. Le Cérébro, donc encore une fois on a vu, on a cette fois plus qu'un seul allié psionique, donc plus difficile de vous en servir. Mais ça reste quand même une pioche en alter ego, c'est quand même intéressant. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, c'est pour le nombre de fois où ça va fonctionner, c'est quand même intéressant. Et Utopia, plus besoin de la présenter, Utopia qui va vous donner la capacité de vous redresser et d'augmenter un peu votre limite d'alliés si jamais le besoin s'en fait ressentir. Pour aller avec ses soutiens, il y en a un qui fait son apparition, la salle des dangers. Alors je ne l'ai pas mis dans le deck rouge parce que ça rentrait pas, tout simplement, et parce que surtout, l'amélioration entraînement rouge, même si elle est forte, elle est quand même incroyablement moins forte que l'amélioration entraînement bleu. Alors l'amélioration entraînement bleu, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est simple, c'est probablement la meilleure carte d'amélioration des alliés qui existe. Non seulement ça augmente de 1 l'attaque, ça augmente de 1 le contre, donc c'est comme un motivé, qui est déjà une très très bonne amélioration, mais en plus ça ajoute un point de vie à votre allié. Donc cette carte est exceptionnelle. Vous avez posé la salle des dangers. Vous êtes donc toujours en alter ego, donc la salle des dangers va toujours s'activer. Vous avez ces cartes-là en main. J'en ai mis 3 exemplaires évidemment. Bah, vous allez vous en servir pour payer vos alliés, pour payer ce que vous voulez. De toute façon, il faut qu'elles aillent dans votre défausse, puisqu'avec la salle des dangers, hop, quand l'allié entre en jeu, tac, vous lui attachez tout de suite un entraînement dessus. Ce qui est dingue, c'est que ça peut marcher même sur un Professeur X qui n'a pas vocation à rester plus d'un tour. Vous vous en fichez finalement, vous allez stuffer votre Professeur X même pour un tour, il va contrer à 4, il va même faire un dégât, ça peut être très très fort. De toute façon, vous en fichez, une fois que le Professeur X est défaussé, la carte retourne dans la défausse, il suffit de mettre un nouveau X-Men et la salle des dangers va s'activer. Donc ça c'est très fort. Pour aller avec évidemment Gambit et surtout Cosmo, on a toujours besoin des 2 membres honoraires des X-Men, donc je les ai remis ici, pas de débat, pas besoin de réexpliquer pourquoi c'est fort. Au rayon des événements, j'ai mis cette fois que 2 à l'école des mutants,
Donc je vous ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est extrêmement fort avec Gambit. Ça vous permet donc de faire revenir vos cartes essentielles. Mais j'ai mis cette fois un seul enseignement des X-Men, pardon. C'est pour faire fonctionner plus facilement votre cérébro, sachant que vous n'avez plus qu'un seul allié psionique. Cette carte vous permet en fait de faire ce que fait l'école des mutants. C'est une carte qui vaut 0 ER si vous avez le manoir X, parce qu'elle vous permet de piocher une carte. Et ça permet d'avoir toujours un candidat à votre cérébro. Donc d'avoir potentiellement la capacité de piocher une carte. Donc c'est quand même assez fort et assez intéressant. Donc je l'ai mis là, évidemment vous pouvez choisir de ne pas la mettre et de mettre à la place 3 à l'école des mutants. Donc je remets le Genix évidemment puisque vous êtes toujours alter ego et donc vous serez toujours mutant, donc c'est assez facile à poser et ça vous aidera évidemment en cours de partie. Un générateur de ressources qui coûte 1, c'est quand même assez précieux, hein. C'est d'ailleurs aussi ce à quoi sert Cérébro, hein. C'est aussi un générateur de ressources qui coûte 1. Donc voilà, il faut les avoir en main, c'est important. J'ai mis un en costume. Pourquoi un seul? Parce que finalement, votre but n'est pas d'aller chercher un maximum d'alliés tout le temps, ça prend de la place, mais vous êtes toujours en alter ego, donc la carte en costume sera toujours jouée. Mais voilà, faut faire un peu attention. En costume, vous pouvez aller chercher Cosmo et l'amélioration membre honoraire des X-Men, ce qui vous permet de gagner un peu de temps finalement. Évidemment, si vous voulez absolument tourner sur ce combo, vous pouvez mettre une carte en costume supplémentaire si vous en avez le choix. Mais c'est quand même une carte qui coûte un peu cher. Faites attention. Je rappelle que je n'ai mis aucune ressource dans ces decks-là. Si vous êtes pauvre, il va falloir faire attention. Quand vous jouez cette carte, vous allez vous appauvrir un peu plus. Voilà. J'en finirai donc avec les améliorations. Donc j'ai mis évidemment 3 entraînements à la salle des dangers, je vous ai montré tout à l'heure. Ça va à tout le monde, ça va évidemment à Cosmo quand il sera membre honoraire des X-Men, mais ça va aussi à tous vos autres alliés. Et en plus, c'est gratos, grâce à la salle des dangers qui va le faire entrer tout de suite. J'ai mis 2 armes au point. Alors là, j'en avais mis qu'un tout à l'heure, là j'en mets 2, parce que je trouve que nos alliés font un petit peu moins mal qu'en rouge. Donc du coup, j'aide un petit peu mes alliés à faire plus de dégâts. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un point supplémentaire. 2 motivés, ça, il n'y a pas de débat, hein, vous les mettez toujours, bon, ça augmente vos stats, c'est assez facile à poser. Et bien sûr, un implant de communication. Alors ça, c'est surtout à destination de Cosmo, puisque c'est le seul gardien. C'est pour augmenter encore un petit peu son contre, car l'avantage de Gambit en bleu, c'est que Cosmo va faire évidemment moins mal, on va pas atteindre les 8 dégâts, mais Cosmo va contrer beaucoup plus facilement. Je sais pas si vous imaginez, mais Cosmo, il a 1 de contre, plus 1 de contre avec le motivé. Et si en plus vous lui donnez le membre honoraire des X-Men, il aura encore plus 1 de contre. Cosmo va pouvoir contrer à 4. Donc ça peut être très fort de transformer Cosmo en contreur plutôt qu'en attaquant. Et ça peut vous permettre une fois que le plateau est bien setup, de passer en héros pour faire des dégâts. Oui, la différence majeure de mon Gambit bleu par rapport à mon Gambit rouge, c'est que Gambit en bleu va beaucoup plus miser sur les dégâts propres de Gambit que sur les dégâts de ses alliés. Donc en gros, il va se servir de ses alliés pour setup le plateau, pour nettoyer les sbires, pour nettoyer les manigances. Et une fois que tout est prêt, une fois que les jetons sont sortis, Gambit passe en héros et fait des dégâts. Voilà, j'en ai terminé pour mes 2 Gambits et on va passer à un autre héros. Et donc on poursuit avec un Adam Warlock multicolore. Alors, Adam Warlock, il est extrêmement fort dans cet archétype super allié, parce que il a en natif un pouvoir qui va énormément nous aider. Il a, alors ceux qui connaissent pas Adam Warlock, il a la capacité, si vous dépensez une carte d'une certaine couleur, donc ça peut être jaune, ça peut être bleu, ça peut être rouge ou ça peut être vert, il a une action, une conséquence à la dépense de cette carte. Si vous dépensez une carte verte, vous soignez un dégât d'un allié. Donc potentiellement, Adam Warlock a la possibilité de toujours soigner son allié. Évidemment, quand vous utilisez le pouvoir Mage de bataille, vous avez des améliorations dans le deck d'Adam Warlock qui sont extrêmement importantes. Alors je vais vous les sortir, elles sont 2, voilà, c'est celle-là, c'est le sens mystique, qui vous permettent de piocher des cartes. Donc de toute façon, à chaque tour, vous allez avoir envie de vous servir de ce pouvoir, et donc vous allez pouvoir piocher des cartes, et donc vous allez pouvoir soigner votre allié régulièrement. Autre chose intéressante dans Adam Warlock, c'est qu'évidemment, il peut constituer un deck avec toutes les couleurs. La seule restriction, c'est que vous ne pouvez mettre qu'un seul exemplaire de chaque carte. Vous pouvez pas donc construire un deck super allié extrêmement efficace, mais vous pouvez construire un deck super allié
qui va pouvoir toucher un peu à toutes les sphères et avec toutes les capacités différentes, ce qui rend le personnage extrêmement versatile et qui le rend extrêmement puissant. Parmi les cartes qui sont intéressantes, vous avez évidemment celle-ci, le monde de l'âme. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, Adam Warlock, vous l'avez remarqué, a des stats un peu nazes. Globalement, vous n'allez pas vous servir de son attaque ou de son contre, ou sauf pour faire un petit ping de temps en temps, mais c'est pas son intérêt, il est pas très fort. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Adam Warlock à chaque tour? On utilise son mage de bataille. Oui, mais son mage de bataille ne nécessite pas de s'incliner. Ah, bon, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va défendre avec Adam Warlock. Adam Warlock a 2 en défense, vous allez voir, je vais augmenter de 1 sa défense, mais voilà, la seule chose que vous avez envie de faire avec Adam Warlock, c'est de défendre. Donc Adam Warlock a 11 PV, il défend à chaque tour, et il a la carte Monde de l'âme qui, à chaque fois que vous avez fait un tour de votre deck, et vous allez voir Adam Warlock fait énormément de tours, enfin vous le savez sans doute, hein, c'est un vieux personnage maintenant, fait énormément de tours de deck, vous allez donc régulièrement avoir des jetons dessus. Quand vous consommez un jeton en alter ego, vous soignez l'intégralité de vos PV. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi je dis tout ça? Parce que Adam Warlock en fait est sans doute l'un des personnages les plus invincibles du jeu. Donc la capacité de prendre des dégâts, c'est pas un problème pour lui. Donc là tout de suite on a vu qu'Adam Warlock avait donc des choses très importantes pour faire un bon super allié, un bon deck super allié. Il a une capacité de soin auto-include pour ses alliés, et il a une capacité extrêmement forte à prendre des dégâts. Donc il va pouvoir prendre les dégâts pour vos alliés sur la table, les soigner, et derrière, avec vos alliés, vous allez faire la différence, et ça va très bien fonctionner. Alors, quels sont les alliés donc, que j'ai mis dans ce deck de Adam Warlock? On commence avec un auto-include quand vous jouez Adam Warlock, c'est la renarde blanche. Évidemment, c'est pas lui que vous allez stuffer. Mais comme Adam Warlock défausse énormément les cartes de son deck, il est évident que mettre la renarde blanche dedans est intéressant, puisque très régulièrement, vous allez la faire apparaître, et vous allez ça vous fera un allié gratos, c'est quand même important. Nick Fury. Alors pareil, Nick Fury, c'est pas non plus l'allié que vous allez stuffer, mais comme vous savez très bien de quelle carte je veux parler, le sort d'invocation d'Adam Warlock, qui est une carte bleue qu'on va évidemment voir tout à l'heure, vous permet de faire rentrer un allié gratuit. Si c'est Nick Fury, mine de rien, ça vous fait piocher 3 cartes, et c'est très fort pour la partie. Et en plus, je vous ai dit qu'Adam Warlock était quasiment invincible, il n'est pas invincible, il est quasiment invincible. C'est très bien de temps en temps d'avoir quelqu'un qui puisse prendre les dégâts. Là, on a vu que la renarde blanche et Nick Fury ont la capacité de jouer ce rôle et vont venir soulager un petit peu l'impact de votre héros, surtout si vous avez envie de faire autre chose que de défendre. Gamora, c'est aussi un auto-include dans Adam Warlock, parce que elle vous permet de défausser. Or, Adam Warlock, ce qu'il veut, c'est défausser au maximum. Donc vous avez Gamora, il est gardien, elle est gardienne, tout va bien. Et en plus, ça va vous faire tutorer vos bons événements, notamment l'événement central du deck, qu'on va voir après qu'on a vu les alliés, qui est le sort d'invocation. Donc Gamora, indispensable dans ce deck aussi, vous n'avez même pas à y réfléchir. Et là, on finit avec les super alliés à proprement parler, parce que là, on n'en a toujours pas vu, même si Gamora peut être un sujet, puisque là, elle prend qu'un seul dégât consécutif, et vous pouvez donc la soigner avec Adam Warlock. Gamora est un bon candidat. Mais vous avez Bulldor, on l'a vu, qui est donc l'allié X-Men, qui fait énormément de dégâts, que vous pouvez soigner à chaque tour, et qui peut vraiment, une fois un peu setup sur la table, faire des dégâts considérables. Vous avez Yondu. Vous êtes gardien, il n'y a pas de raison de s'en priver. Pareil, lui, pas de dégâts consécutifs, mais il compte à 2. Donc ça peut être le soin que vous allez faire avec Adam Warlock, peut être à destination de Yondu. Ça peut être intéressant pour le soin. Et puis pour les dégâts, Yondu peut être très intéressant. Mais votre MVP ici, c'est évidemment Wolverine. Wolverine, pourquoi? Parce que vous allez voir, j'ai mis énormément de cartes qui vont augmenter son contre. Donc Wolverine va être un super contreur dans la partie. Il va vous aider à setup le plateau. Et de temps en temps, quand ce sera nécessaire, vous pourrez envoyer une grosse patate avec Wolverine. Donc voilà, ça c'est vraiment Wolverine est votre MVP ici. Et c'est lui que vous allez chercher à setup en priorité. Pour les dégâts, ce sera Bulldor ou Gamora. Et pour le contre, ce sera essentiellement Wolverine. Voilà, et Yondu aussi également. Donc maintenant, on va passer aux cartes qui sont mises dans le deck, et notamment les événements. Et on va commencer avec l'événement central de ce deck, celui qui fait
que Adam Warlock est un excellent deck, un excellent candidat au deck super allié, c'est le sort d'invocation. Évidemment, pour 2 ER, vous faites entrer le prochain allié de votre deck. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup d'alliés, je me suis restreint qu'à des alliés intéressants. Évidemment, si sur le sort d'invocation, vous faites venir la renarde blanche ou Pipe le Troll, vous êtes un peu dégoûté. Pipe le Troll, c'est l'allié signature de Adam Warlock, pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, ça reste quand même une carte exceptionnelle. Je vous rappelle que Adam Warlock a un tutor absolu, il en a même 2. Elle est où? Elle est là, voilà. La magie quantique, qui vous permet d'aller chercher une carte de votre deck. Donc quand vous avez une grosse main, hop, vous allez chercher le sort d'invocation, vous faites revenir un allié. Enfin, c'est extrêmement fort. Cette carte, il n'y a même pas de débat. Tout mystique qui se respecte, s'il veut jouer en bleu, joue avec le sort d'invocation. Il n'y a même pas à tergiverser. Évidemment, vous ne vous servirez jamais du sort d'invocation pour consommer le mage de bataille. Ça, ce serait vraiment trop dommage. On continue avec les événements. Donc, on va passer par couleur, hein, parce que c'est un peu plus simple. Les événements jaunes. J'ai mis réfléchis vite, parce que c'est restreint aux gardiens. Et ça vous permet de vous désorienter au prix d'un dégât. Alors l'avantage, c'est qu'Adam Warlock, on l'a vu, les dégâts, c'est pas un problème. Et ça peut vous permettre de vous soulager sur le contre. Comme c'est une carte restrictive aux gardiens, c'est en plus une carte assez forte. Voilà, faut pas s'en priver. L'avantage, c'est que c'est un événement. Alors oui, c'est important qu'il y ait pas mal d'événements dans son deck. Parce que si les cartes de couleur que vous avez mis dans le deck sont des cartes qui sont posées, donc des alliés, des améliorations ou des soutiens, ils vont rester en jeu et vous ne pourrez plus les consommer. Donc c'est important d'avoir des événements pour qu'ils puissent être consommés et pour pouvoir activer le mage de bataille. Donc voilà, réfléchis vite à ce double rôle. Ou vous en servez pour désorienter le méchant, et vous allez faire un tour d'alter ego, ou vous en servez pour actionner le mage de bataille et retirer 2 d'une manigance. La zone de silence, alors elle, c'est simple, c'est usage double. Vous avez 4 à retirer sur une manigance, vous en servez comme un sort classique. Vous n'avez pas autant retiré, bah vous, sans frustration, vous le consommez en mage de bataille, vous retirez 2 d'une manigance. Mais voilà, sa zone de silence, pareil, sur les mystiques, il n'y a pas trop de débat. Bon, bah, il y a son pendant rouge, hein, évidemment, je ne vais pas le présenter, c'est l'attaque magique, c'est la même. Voilà, pareil, vous avez 5 dégâts à faire, bah, vous les faites. Si vous n'avez pas besoin de faire autant, bah, vous le consommez. Ça vous active votre mage de bataille et ça vous fait piocher des cartes. La méditation spirituelle, c'est le seul événement que j'ai mis, mais comme c'est mystique, pareil, c'est indispensable, ça vous fait défausser, mine de rien, et ça fait avancer votre deck. Vous, le but d'Adam Warlock, c'est de faire avancer son deck le plus rapidement possible. Et sur les événements verts, j'en ai mis 2, j'aurais peut-être dû en mettre 3, mais pour le moment c'est 2, parce que c'est évidemment le mage de bataille qu'on va le plus consommer. Donc c'est important d'avoir des événements pour que ces cartes reviennent facilement. Mais heureusement, les autres cartes que j'ai mises peuvent être consommer aussi, donc voilà, c'est aussi l'objectif d'avoir un maximum de cartes vertes qui puissent être consommées pour qu'on puisse soigner nos alliés. Donc rendre l'appareil. Rendre l'appareil, c'est une carte que j'aime bien, c'est une carte qui fait 5 dégâts, mais qui défausse le deck de rencontre et qui fait apparaître une traîtrise. On me dirait, ouais, bah, souvent la traîtrise c'est un petit peu risqué, c'est un petit peu casse-gueule. Ouais, sauf que Adam Warlock a cette carte en 2 exemplaires en plus, qui est une interruption forcée en plus, protection cosmique, qui va annuler les effets d'une traîtrise. Alors c'est obligatoire, c'est-à-dire que quand vous révélez une traîtrise, la traîtrise est automatiquement annulée, mais c'est ce qui fait que si ça s'est posé sur la table, vous jouez rendre l'appareil, bah vous faites 5 dégâts pour 1 ER, c'est quand même très fort. Et évidemment, je vous demande pas d'utiliser cette carte à chaque fois que vous l'avez. La présence essentielle de cette carte, c'est parce qu'elle est verte, elle va vous permettre de soigner vos alliés. Maintenant, si à un moment vous avez besoin de faire un gros dégât, vous avez protection cosmique posée sur la table, bah vous en profitez pour la jouer en tant que carte. Mais sinon, vous l'utilisez comme consommation sur le mage de bataille. Le sort du bouclier, bah c'est pareil, hein, le sort du bouclier, ou vous en servez pour vous défendre, ou vous en servez sur le sort de bataille. Si vous êtes plus assez solide pour vous défendre, eh ben, servez-vous du sort de bouclier, sinon vous le consommez pour soigner un allié. Voilà. J'ai mis, pour les ressources, j'ai mis les classiques, hein, les 3, évidemment, puisque Adam Warlock a besoin d'un peu d'argent quand même, il est souvent un héros, donc ça se discute pas. Mais j'ai mis, évidemment, un seul, se donner à fond. Alors un seul parce que j'ai pas le droit d'en mettre plus, hein, sinon j'en aurais mis 3, vous vous doutez bien. Mais ça, encore une fois, c'est no brain. Vu que vous défaussez énormément le deck votre deck à vous, bah c'est toujours une pioche supplémentaire. Vous n'avez même pas à vous poser de questions. On arrive maintenant au... alors il n'y a pas de soutien dans ce deck, hein, je vous préviens tout de suite. Mais on arrive aux améliorations. Alors je vais vous présenter tout de suite les améliorations qui sont spécifiques
aux alliés. Et après, on verra les dernières améliorations que je fais. Donc, déjà, en gris, on va mettre l'arme de poing. Voilà. On peut en mettre qu'une, on la met évidemment. Elle ira chez Wolverine. Wolverine sera donc perçant à distance. Ou elle ira sur Gamora ou sur Bulldor, par exemple, si vous voulez. Mais voilà, No Brain, vous êtes en train de jouer un super allié. Il vous faut cette amélioration. Le membre honoraire des gardiens. Et oui, vous l'avez constaté, les meilleures améliorations d'alliés sont des améliorations de gardiens. Adam Warlock est un gardien, donc vous mettez un membre honoraire des gardiens. Déjà, ça vous permet de soigner vos alliés, ce qui est pas mal, sans avoir à utiliser votre mage de bataille. Mais en plus, ça permettra de transformer Wolverine ou Bulldor en gardien et de leur attacher ainsi les attachements gardiens. Donc c'est très fort et indispensable. Évidemment, vous n'attachez pas membre honoraire des gardiens à Adam Warlock. Il n'y a aucune mécanique, en tout cas pas dans ce deck, qui vous permettra de rendre ça utile. Donc c'est pas, voilà, le faites pas, c'est pas comme Gambit qu'on a vu tout à l'heure. Au rayon des améliorations bleues, bah là, on réfléchit pas, on met motivé parce que c'est la meilleure, elle va sur tout le monde, et on met entraînement dans la salle des dangers. Et oui, on a 2 X-Men et 2 X-Men qui font des dégâts, enfin qui font des dégâts et qui contrent. Donc cette carte, elle est pour eux, elle est pour Wolverine et pour Bulldor, vous posez pas trop de questions, vous lui posez dessus. Évidemment, vous ne pourrez jamais mettre cette carte sur les autres, vous n'êtes pas X-Men, vous ne pouvez pas transformer qui vous voulez en X-Men. Mais n'empêche que cette carte est très forte. La lance énergétique qui est faite pour aller sur Yondu. Yondu se retrouverait à 3 d'attaque, elle est à distance et perçant, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez transformé Bulldor en gardien, le mettre aussi sur Bulldor. Alors le mettre sur Wolverine, c'est un peu dommage, c'est plus de d'attaque, donc Wolverine tape à 5, mais il a déjà perçant, donc c'est pas forcément le candidat idéal. Mais vous voyez, le problème d'Adam Warlock, c'est qu'il peut pas setup un seul allié, donc il faut un peu avoir des solutions à tout le monde. Ah, le sort d'invocation a fait venir Yondu, bon bah ce sera Yondu mon super allié. Ah, le sort d'invocation a fait venir Wolverine, et bah très bien, c'est Wolverine que je stuff. Mais vous voyez, c'est un petit peu en fonction du sort d'invocation, il faut être réactif en fonction de l'allié que vous posez sur la table. Et enfin, j'en termine avec entraînement aux missions. C'est une carte jaune. Je vous avoue qu'elle est pas souvent posée sur la table parce qu'elle vous permet, en étant consommée dans le match de bataille, d'en retirer 2 d'une manigance. Mais bon, mine de rien, Wolverine avec motivé plus entraînement au gardien, plus entraînement à la salle des dangers, pardon, et entraînement aux missions, se retrouve avec un contre à 4 et sans prendre de dégâts consécutifs. Bon, là, vous avez un contreur absolu qui est extrêmement fort et il ne faut pas s'en priver. On finit sur les dernières améliorations du deck. Les améliorations vertes, qui n'ont pas forcément vocation à être posées sur la table. Mais comme vous défendez à chaque tour, bon bah vous privez pas de vous poser la veste blindée si c'est nécessaire. Vous défendez donc à 3, c'est quand même très fort. Mais le cas échéant, si vous avez besoin, bah, vous la consommez en match de bataille et ça vous fait un soin sur un allié. Voilà, après c'est quand même assez fort. L'armure électrostatique, c'est exactement la même chose que veste blindée, sauf que au lieu de vous protéger de 1, ça fait un dégât au méchant. Comme vous défendez à chaque tour, globalement, hein, c'est une généralité. Voilà, faut pas se poser la question, vous la posez. Et évidemment, cette carte n'a pas forcément vocation à être sur la table, elle peut aussi être consommée en match de bataille. Je finis, il me reste une carte jaune à poser. Bon, enquêteur chevronné. Alors ça, quand vous avez le choix. Je connais pas un seul deck jaune qui joue sans cette carte. Hein. C'est franchement le générateur de ressources le plus puissant du jeu et le moins cher. Il suffit juste de contrer une manigance annexe, ça va arriver vite grâce à Wolverine et à vos alliés ou à vos sorts. Hein. De toute façon, vous avez des capacités de contre assez fortes. Vous posez ça sur la table, c'est no brain, hein. Vous piochez une carte, c'est gratuit, et en plus, c'est un candidat parfait, si jamais on doit vous défausser une amélioration, ça vous zéro, ça reviendra facilement. Et enfin, la pierre de sang. Et oui, c'est peut-être le seul deck dans lequel ça peut rentrer. Encore une fois, Adam Warlock se fiche littéralement de prendre des dégâts. Faut bien comprendre, hein, la carte, comment elle s'appelle déjà hop, que je la retrouve, voilà, le monde de l'âme, qui vous permet de vous soigner. En milieu de partie, vous allez faire un tour de deck tous les 2 tours quasiment. Donc vous allez retrouver souvent avec 3, 4, 5 jetons. Ce qui fait que Adam Warlock va pouvoir, s'il switch à chaque tour, va pouvoir se soigner full life à chaque tour. Donc les 2 dégâts infligés par la pierre de sang sont assez peu importants dans la partie. Et par contre, ça vous fait un générateur de ressources. Donc vous privez pas. S'il y a bien un seul deck dans lequel cette carte peut rentrer, parce qu'elle est quand même assez compliquée à faire rentrer, c'est dans celui-là. Donc vous y allez sans souci. Voilà, donc j'en ai fini avec Adam Warlock, qui nécessite, comme tout deck d'Adam Warlock, un peu de
C'est pas un deck facile à jouer, ça nécessite de bien connaître le méchant que vous affrontez et de bien connaître votre deck, mais une fois que vous le comprenez, c'est extrêmement fort et extrêmement efficace. Voilà, on passe au dernier héros que j'ai à vous présenter. Et donc on termine avec Psylocke, qui est dans une construction un peu plus classique. Néanmoins, ça vous donne un exemple d'une construction monotype, dans le sens où je suis focus sur une construction qui tourne exclusivement autour des X-Force et les interactions que ça peut générer. Alors Psylocke, globalement, dans l'archétype super allié, son intérêt déjà, c'est qu'elle est extrêmement riche. Elle est extrêmement riche avec ces deux psykatanas qui sont posés sur la table. Vous avez deux ressources, enfin psykatana, psycouteau, hein, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez deux ressources toujours posées sur la table, des ressources de héros, qui viennent faire en sorte que votre main, quand vous passez d'alter ego à héros, votre main elle est à 8. Et quand vous êtes passé de héros, enfin quand vous démarrez votre tour en héros, votre main elle est à 6. Ce qui est quand même extrêmement fort et ce qui vous rend extrêmement riche. En plus, en fonction du côté dans lequel vous vous tournez, vous pouvez être en double psy-couteau avec Psylocke, et dans ces cas-là, elle compte à 3. Ce qui fait que Psylocke a la capacité de contrôler la manigance, et d'être, donc on l'a vu, d'être très fortuné. Reste sa capacité à prendre des dégâts. Eh bien, Psylocke a la capacité d'augmenter sa défense de 1, donc elle a une défense à 3, et elle a plusieurs cartes de défense, enfin, elle a une carte de contrôle et une carte de défense qui lui permettent quasiment de ne pas prendre de dégâts, ce qui la rend assez fort et assez efficace dans ce deck. Mais globalement, ce qui m'intéresse chez Psylocke, pour construire mon deck super allié, c'est d'une part sa richesse, et dans un second temps, le fait qu'elle soit X-Force. Ce qui va nous aider considérablement pour la construction de ce deck. Donc ce deck tourne autour, donc je vous l'ai expliqué, que d'alliés X-Force. Alors ça tombe bien, les alliés X-Force sont sans doute les meilleurs du jeu, c'est les derniers sortis, et comme il y a un petit power creeping en ce moment, les dernières cartes sont souvent un peu les meilleures. Vous allez voir que ce que je centralise surtout, c'est une bonne capacité de contre. Car Psylocke, je vous l'ai dit, a une capacité de contre assez forte, mais elle a une capacité de faire des dégâts monstrueuses. Parce qu'elle a des cartes très très fortes, elle tape à 3, elle tape perçant. Donc Psylocke peut gérer... on va pas se mentir, Psylocke est l'un des héros les plus forts du jeu, mais elle est vraiment... elle peut tout faire. Donc comme elle peut tout faire, et c'est important de pouvoir renforcer la défense. Donc j'ai mis Pit Wisdom, qui a l'avantage d'être un X-Force, et qui a surtout un énorme contre à 3, et qui bon, certes, fait 2 dégâts consécutifs, mais à chaque fois que vous révélez une traîtrise, vous vous soignez de 1 dégât. Pit Wisdom n'est pas un très bon allié, mais parce qu'il coûte très cher, mais comme Psylocke est très riche, et que c'est un X-Force, on va pas se priver, voilà, on va pouvoir le poser sur la table et pouvoir jouer avec sans problème. Deadpool, bon alors là Deadpool c'est plus classique, hein, on l'avait vu dans les super alliés, bon, lui c'est un X-Force, il est là, il a une bonne stat, et il va nous aider pour ce setup sans problème. Marrow, il est pas là pour être setup, enfin, il pourrait, hein, mais c'est pas forcément intéressant, déjà il a que 2 PV, par contre c'est un allié fantastique, déjà pour encaisser des coups, mais en plus, il entre, il fait 2 dégâts, voilà, faut pas s'en priver. Il est réservé aux X-Force, aux X-Men, voilà, à partir du moment où on joue X-Force, il faut le mettre dans son deck, il n'y a pas de débat. X23, je vous avais dit que c'était une très mauvaise idée pour les super alliés, c'est vrai, X23 n'est pas là pour être un super allié, elle est là pour nettoyer la table. Pareil, elle vaut pas très cher, elle rentre, elle va tuer tous les sbires, bon, c'est réglé, et en plus un X-Force, elle va pouvoir nous aider dans notre archétype. Et enfin, les vrais alliés de cet archétype, ceux qui sont vraiment extrêmement forts, il y a Cable d'une part, puisque tout va tourner autour du contre de manigance annexe. Or Cable d'office, il a 2 en contre, ce qui est fort, mais en plus, à chaque fois qu'il a contré une manigance et déjoué une manigance annexe, il pioche une carte. Ce qu'on va faire beaucoup avec Cable, et ce qui va nous rendre vraiment très fort grâce à ça. Et évidemment, l'auto-include quand vous jouez X-Force et Super Allié, Fantomex. Alors j'ai mis Fantomex avec Eva, évidemment, même si Eva est un soutien. Mais bon, vous avez compris, vous n'en voudrez pas, elles vont quand même ensemble ces cartes. Donc c'est Fantomex et votre cible numéro 1 de stuff Super Allié. Ça, c'est relativement classique. Et d'ailleurs c'est intéressant, vous verrez dans ce deck, énormément de cartes viennent améliorer vos héros sans forcément s'attacher directement à eux. Donc j'ai mis peu d'améliorations qui s'attachent directement aux alliés, parce que la seule cible finalement ce sera Fantomex. Vous avez une amélioration d'alliés, vous la mettez sur Fantomex. Sinon, les autres, vous vous servirez des autres cartes qui vont renforcer vos héros, et ce sera largement suffisant.
Donc on enchaîne, bon puis on va enchaîner tout de suite avec les améliorations. Donc dans les améliorations, j'ai mis du classique. Et encore, bon, j'ai mis l'arme à distance, bon, l'arme de poing, pardon, qui vous donne à distance, ça c'est no brain, j'ai mis motivé. Tout ça c'est pour Fantomex, hein, qui va se retrouver avec finalement 3 d'attaque à distance, bon, ça va le rendre un peu plus fort. Et j'ai mis cette carte. C'est pour faire le nombre, je vous avoue. Le costume amélioré, ça marche pas très bien, mais comme vos alliés sont tous X-Force, déjà ils sont tous éligibles, et comme vos alliés vont souvent contrer une manigance annexe, ça peut être une bonne opportunité de soigner câble. Alors je vous avais dit que les améliorations d'alliés vont sur Fantomex, non, ça elle est plutôt à destination de câble, parce que ça va l'aider à se soigner et à le garder le plus longtemps sur la table. Et enfin on termine avec 2 améliorations. Le chef de mission. Encore une fois, tout va se centrer autour des manigances annexes. Donc avoir le chef de mission, même si vous n'êtes pas soldat, alors le fait que vous ne soyez pas soldat fait que vous le payez 2, mais ça reste quand même une très bonne carte. Ça vous permet de piocher une carte à chaque fois qu'une manigance annexe est déjouée. Alors oui, on a vu tout à l'heure l'enquêteur chevronné. J'aime bien comparer ces 2 cartes. Alors oui, évidemment, c'est pas les mêmes aspects, mais elles font la même chose. Enfin, celle-là fait la même chose que celle-là en moins bien. Celle-là est un peu moins bien parce que ça ne marche que sur les manigances annexes. Celle-là, c'est... Ah non, pardon, les deux sont manigances annexes. Bon, c'est la même chose, sauf que voilà, il y en a une qui coûte quand même vraiment moins cher. Bon, voilà, c'est comme ça. On va pas se... le bleu est quand même plus polyvalent que le jaune, mais ça reste quand même très fort. Et enfin, la compétence de leader. Alors, vous pouvez en mettre 2 et retirer dans ce cas-là le costume amélioré. Mais attention toutefois, les compétences de leader, vous ne pouvez en avoir qu'un seul sur la table. Donc 2, c'est pour être sûr de l'avoir. Cette carte est très forte, elle va vous permettre momentanément d'augmenter la stat de 1 de votre héros. Alors ça peut être Fantomex si vous l'avez stuffé, mais ça peut être n'importe qui d'autre, et ça peut être du contre, ça peut être de l'attaque, c'est important d'avoir de la polyvalence. Donc cette carte est à mon avis assez centrale dans ce deck. On enchaîne avec les événements. Alors les événements, il n'y en a qu'un, mais il est central, c'est émulation psychique en 3 exemplaires. Cette carte vous permet de redresser un allié, et au prochain tour, l'allié a plus 2 de compte, plus 2 d'attaque. Cette carte, en fait, à elle seule, est une amélioration super alliée. En fait, elle a l'avantage de pouvoir s'activer à tout moment sur n'importe quel allié, mais elle est tellement forte, elle fait tellement le café en matière d'amélioration d'alliés, que vous n'avez pas tellement besoin de stuffer vos alliés. Ça, vous avez ça, vous le jouez tout de suite, à chaque fois. Alors évidemment, cette carte est très forte, mais elle est très forte parce qu'elle est réservée aux psioniques, ce qui est Psylocke, donc c'est l'intérêt, mais sinon, évidemment, vous ne pouvez pas jouer cette carte dans n'importe quel deck. Mais voilà, le gros, c'est ça qui est un peu particulier dans ce deck, le gros des améliorations d'alliés réside dans cette carte. C'est votre émulation psychique qui va vous servir. Vous avez émulation psychique, vous avez ça qui est posé sur la table, je sais pas si vous vous rendez compte, mais votre allié a plus 3 d'attaque, ou plus 3 de contre. La poser sans avoir besoin de lui mettre une amélioration dessus, c'est quand même très très fort. Voilà, donc ça c'est pour les événements. En matière de ressources, Psylocke, c'est simple, bon, elle est très riche, mais j'ai quand même mis les 3 ressources. Bon voilà, vous pouvez vous en passer si vous estimez que c'est pas nécessaire. N'empêche que ce sont des cartes qui sont difficilement enlevables. J'ai mis beaucoup de manigances annexes. Parce que, annexe de joueurs, pardon, parce que les Psylocke contre très bien. Mais en plus, tout tourne autour du contre de manigance annexe grâce au soutien qu'on va avoir après, le soutien des X-Force. Donc il faut des manigances annexes pour nous aider à enclencher la synergie. Appel à renfort, des renforts, ça c'est no brain, hein, quand vous jouez bleu, déjà ça fait venir l'allié que vous voulez, notamment, là ça peut être Fantomex, mais ça peut être aussi câble, ça va vous aider. Mobiliser des troupes, c'est pas une très bonne manigance annexe, mais elle est là pour faire le nombre. Vous la mettez parce que ça va vous permettre de soigner câble, de soigner qui vous voulez sur la table et de rendre la chose un peu plus forte. Et enfin, entraînement spécialisé. Bon, j'ai mis celle-là, je peux en mettre un autre, mais celle-là, elle a l'avantage quand même d'augmenter la polyvalence de Psylocke, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez mis sur la table et de l'allié que vous avez monté, si c'est un allié qui va contrer, et vous prenez la carte d'attaque, si c'est un allié qui va attaquer, vous prenez la carte de contre, et si vous avez l'un et l'autre qui est bien posé sur la table, vous prenez les autres cartes. C'est l'avantage d'entraînement spécialisé et c'est très fort. Évidemment, build support et entraînement super pouvoir, vous pouvez aussi les mettre. Voilà, moi j'ai mis ces 3 là, mais vous pouvez choisir les manigances annexes que vous voulez, mais il faut en mettre, c'est indispensable parce que tout tourne autour de ça et vous allez voir pourquoi. C'est cette carte en fait qui est centrale, incroyable X-Force.
Cette carte est la clé de voûte de ce deck. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, ce qui va être le cas du coup, chaque allié que vous contrôlez gagne +1 en contre et subit -1 dégâts consécutifs après avoir contré une manigance annexe. C'est-à-dire que Câble, par exemple, quand il va contrer une manigance annexe, il comptera 3, il n'a pas de dégâts consécutifs, et s'il wash la manigance, il nous fait piocher une carte. C'est un combo monstrueux. Enfin, essayez ce deck contre Crâne Rouge, par exemple, mais vous allez rigoler. Vous avez l'impression d'affronter un homme absorbant ou un rhino. Vous allez voir, c'est quand même assez dur pour lui. Mais ça marche avec tous les decks, parce que déjà, vous avez mis des manigances annexes dans votre deck. Donc elles vont pouvoir s'actionner quand même, et tous les méchants ont des manigances annexes, donc ça va vous aider de manière considérable. Ce qui va avec les manigances annexes que vous avez mis, une manigance annexe de joueur, c'est le X-Bunker. Alors ça, il faut que vous soyez mutant, donc c'est une action d'alter ego, même si c'est pas marqué comme ça, mais les conséquences c'est ça. Une action d'alter ego qui va vous permettre de piocher une carte. Mieux, si vous avez 3 cartes dans la carte victoire, dans 3 manigances annexes dans la zone de victoire, vous allez regarder 3 cartes et choisir celle qui vous sied. Donc c'est vraiment une carte très très forte qui doit être jouée quand vous jouez des manigances annexes de joueurs. Donc ça c'est vraiment très fort. Et on termine ce deck avec 2 cartes qui sont l'entraînement en équipe, encore une fois. Comme de toute façon vous n'avez pas stuffé vos alliés, autant leur mettre +1 point de vie, ça va vous permettre d'avoir une activation supplémentaire, et c'est très fort, et c'est posé sur la table. Et exercice de cohésion d'équipe, alors là c'est simple, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 10% des cartes dans ce deck de Psylocke qui ne vont pas fonctionner avec l'exercice de cohésion d'équipe. Parce que Psylocke, quasiment toutes ses cartes sont psioniques, donc Psylocke étant psionique, l'exercice de cohésion d'équipe fonctionne. Tous ses alliés sont des X-Force, donc l'exercice de cohésion d'équipe fonctionne. Voilà, rien qu'avec ça, vous avez fait le tour du jeu, et vous avez même le trait mutant de l'autre côté si vous voulez, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez évident. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé aussi à vous lancer dans la construction de super alliés. Ce sont des exemples, j'ai essayé d'être le plus varié possible, j'espère que la prochaine fois on pourra vous montrer des decks d'autres personnes, et puis voilà, sur ce je vous dis à très bientôt.